Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième conférence de l'accélérateur. Comme d'habitude, on va meubler avec des très beaux sourires aujourd'hui avec Mickaël Bernard. Je suis ravi d'accueillir Mickaël, qui n'est pas beaucoup. Écoute, Euh, merci. c'est le premier webinaire Toi, qu'on va toi faire. c'est quoi? C'est Alexis, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, donc enchanté, Mickaël, et ravi d'avoir bossé avec toi sur ce nouveau projet, parce qu'effectivement, je plaisantais, on se connaît depuis un petit moment. Maintenant, on travaille sur plein de projets ensemble, notamment sur un super programme de SideQuest qui s'appelle Cabinet de croissance. En fait, pendant 3 mois, vous avez plus de 20 heures de formation avec Mickaël, avec Romain Asbrook et moi-même. Et voilà, l'idée, c'est de vous aider pendant ce programme à passer à l'échelle. Et ça fait, c'est la 5e promo maintenant là, qu'on est en train de faire. Donc voilà, on a formé plus de 60 avocats et on les a aidés à passer en mode croissance. On va vous faire aujourd'hui un petit condensé de ce qu'on retient du cabinet de croissance. Évidemment, on ne peut pas faire en 2 heures ce qu'on fait en 20 et c'est parfaitement logique. Et là, on est sur une conférence qui est également gratuite, mais on va quand même vous donner des tips plutôt utiles qui vont, je pense, qui vont semer et qui, j'espère, donneront de beaux germes, de belles plantes pour vos cabinets et voilà, vous allez pouvoir développer. Alors, je vais juste checker en même temps que tout se passe bien sur le live. J'aurais dû commencer par ça d'ailleurs. Évidemment, ça se passe bien. Alors, pas énormément de monde aujourd'hui. Là, qu'est-ce que vous faites? Je vais mettre une petite piqûre de rappel sur le groupe WhatsApp. De suite, voilà. Tac, 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 tac. Hops. Et ensuite, on va pouvoir attaquer. Est-ce que tu vois combien de personnes sont là en direct en ce moment? Ouais, on a 10 personnes en direct. Ah, c'est cool. Euh, Salut tout le ouais. monde. D'habitude, on est plutôt une trentaine sur les 2 premiers. Donc je ne sais pas si c'est le Ouais, premier. il est midi 2, il faut laisser un peu aux gens le temps d'arriver. Autant. Il faut laisser autant. Laissons le temps au Euh, temps. alors attends, je vais juste faire ça. Parce que en parallèle, il faut que je puisse pinguer les commandes. Voilà, on a 10 personnes tout pile maintenant en live. Ok, donc, de toute façon, je vous propose de commencer. Il y a une piqûre de rappel, comme d'habitude, pour ceux qui rejoignent le programme d'accélérateur. On va commencer par ça. Et puis ensuite, on va rentrer dans le fond de la conférence. Hop là, voilà, j'ai mis mes lumières. Il y a un petit peu d'orage aujourd'hui dans le sud. Pour une fois, je ne peux pas vous chambrer avec le soleil. Il fait gris chez toi, bon, voilà. En Bretagne. Non, il fait comme d'hab. Il fait comme d'hab. Voilà, ouais. Il va faire beau plusieurs fois dans la journée. Alors, on va mettre ça en mode activer le plein écran et c'est parti. Alors, ouais, mais non, en fait, c'est pas parti parce que ça va pas comme je veux là. Afficher. Lance le diaporama. Ouais, mais j'aime pas. On va faire ça. J'aime pas lancer le diaporama. Affichage, diaporama. Voilà. Allez, super, c'est parti. Bon, je sais pas si c'est utile que je me représente. Je m'appelle Alexis Debord. Si, non, il faut qu'on sache qui tu es. Ça fait Vous 10 êtes ans qui, monsieur? que je monte des projets qui ont un objectif, c'est de rendre le droit plus accessible et de donner les armes aux professionnels de droit pour le rendre plus accessible. Sous forme de mission de conseil avec Leganov, sous forme de formation avec SideQuest, sous forme d'investissement avec LegalStorm ou en tant que start-upper, plus récemment avec SmartProv, qui est une start-up que je dirige et qui permet de collecter des débuts de preuves, des photos géolocalisées, eurodatées, ancrées sur la blockchain, et d'obtenir une attestation d'huissier, maintenant commissaire de justice, en moins d'1 minute et pour moins de 10 euros. Donc l'objectif, c'est de démocratiser l'accès à la preuve et comme vous le savez, pas de preuve, pas de droit. Donc l'idée, évidemment, c'est d'armer les justiciables pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits, démontrer leur bonne foi, anticiper un risque, etc. etc. Alors, cette philosophie-là, elle est partagée avec l'ACE et avec l'accélérateur qu'on a décidé de monter entre SideQuest et l'ACE. Et elle s'inscrit, ma démarche personnelle, elle s'inscrit évidemment dans ce programme de formation, de conférence qu'on vous offre. C'est la 3e conférence aujourd'hui. On est ravis d'accueillir Mickaël Bernard. Vous l'avez sûrement vu sur LinkedIn déjà plusieurs fois. Et Mickaël, je te laisse te présenter, expliquer c'est quoi qui te pousse aujourd'hui à être coach.
Et c'est quoi un coach Moi, d'ailleurs? salut tout le monde. Alors, je ne vais peut-être pas me lancer dans un débat philosophique sur skill coaching. Déjà, je vais me dire qu'il faut que je change cette photo. Elle commence à dater un petit peu. Mais j'ai pas trop changé depuis, je trouve. Euh, donc, je m'appelle Michael Bernard. J'ai fondé l'XD il y a une dizaine d'années. 12 ans plus exactement, qui était un cabinet de conseil et d'accompagnement d'avocats en détresse au départ. Mes premiers clients, c'était des avocats qui n'en pouvaient plus de ce métier et qui voulaient se reconvertir. Puis finalement, ils sont restés avocats pour la plupart et j'ai continué à les accompagner après dans le développement de leur carrière et du coup de leur cabinet. Et aujourd'hui, AlexD, ça aide les avocats sur ces deux grandes stratégies, stratégie de carrière, comment je fais évoluer ma carrière, et stratégie de cabinet, comment je fais grandir, comment je développe ma clientèle, comment je manage, comment je développe mon cabinet. Et c'est parce que on fait ça depuis pas mal d'années maintenant avec Alexis que on se croisait tout le temps, on s'est croisé à plein d'événements chez certains clients ou dans des incubateurs ou barreau de Paris. Et puis finalement, on a commencé à bosser ensemble il y a 5 ans maintenant, 6 ans, 5 ans, je sais plus, cabinet de croissance, ça fait 5 ans avec Romain Asbrook, qui est notre Non, ça fait expert. pas 5 ans, tu rigoles, ça fait 2 ans, 3 ans, Ça fait 2020. 2 ans? Oh là Ouais. là, mais tu vois, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça encore. Voilà. Et sinon, le truc que vous voyez à côté du logo LXD en dessous, c'est Tipstem. C'est une newsletter que je viens juste de lancer. Enfin, j'ai commencé une newsletter en octobre 2022 et elle s'est transformée en Tipstem là au mois de mai. Et l'idée, en gros, c'est de vous envoyer mon astuce, mon conseil de coach, mon tips à moi toutes les semaines, mais que je vais transformer en format de système pour que vous puissiez vous l'approprier et le mettre en place dans votre quotidien. Donc c'est tous les dimanches, ça prend moins de 5 minutes à lire et en plus il y a une version audio pour ceux qui préfèrent écouter le son mélodieux de ma voix. Donc abonnez-vous à tipstem.fr. Voilà, c'est un petit projet que je lance à côté de l'XD. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Alexis? Je sais plus trop ce que c'était. Ouais, Mais en gros, t'as répondu à ma question. Merci ok, de ta cool. présentation. On est en train de monter doucement vers les 20 participants et je suis certain qu'on va même avoir des pics à 30. C'est une bonne nouvelle. On a effectivement des fidèles. Et on salue Stéphanie qui a toujours d'excellentes questions et qui est toujours hyper sympathique et bienveillante sur les propos qu'on tient. Donc Stéphanie, on est ravis de te retrouver aujourd'hui. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, le programme de l'accélérateur en synthèse. Alors désolé pour les fidèles, ça fait la troisième voire quatrième fois que vous l'entendez si vous aviez la conf de présentation avec Audrey. L'accélérateur de l'ACE, notre ambition, c'est d'aider les avocats dans le cadre soit de la création d'une activité accessoire, soit de la transformation de leurs activités, soit du lancement d'une activité innovante ou nouvelle au sein de leur cabinet, à obtenir deux choses qui manquent toujours quand on lance un projet, c'est de l'argent et des talents ou des experts qui vont vous accompagner, qui vont vous éviter de faire des erreurs fréquentes. Donc, j'ai pas envie de me qualifier de talent, mais nous également faisons partie du programme, on va parler de et donc, du coup, voilà. Donc, en gros, c'est quoi le programme? C'est vous allez avoir jusqu'au 26 juin pour déposer votre dossier de candidature, pour participer à l'accélérateur. Ce dossier de candidature, il y aura une sélection qui aura lieu, une sélection orale, qui permettra de sélectionner 10 projets, qui aura lieu le 18 juillet. Et si vous êtes retenu, vous allez pouvoir participer au programme de l'accélérateur. Vous allez obtenir 30 000 € de prêt avec notre partenaire Interfimo. Et ça va vous permettre de financer 9 mois d'accompagnement avec des coachs, mais également d'avoir des fonds pour investir dans cette transformation et dont vous aurez besoin, des développements techniques, un recrutement stratégique, des prestataires avec qui vous allez avoir besoin de vous entourer et investir au début pour réorganiser vos activités. En fait, cette garantie d'avoir un montant et d'avoir une durée d'accompagnement, c'est deux facteurs clés de succès pour la réussite de votre projet. Le gros problème, et ça je l'ai constaté quand on avait lancé l'incubateur du barreau de Paris, c'est que globalement, les projets qui nous arrivent, vous n'êtes pas habitué à monter ce type de dossier-là, et les projets qui arrivent peuvent être excellents, mais sont souvent très mal présentés. Et donc l'objectif de ces 5 conférences, c'est de vous aider à vous poser les bonnes questions pour bien présenter votre projet. C'est pour ça qu'on a fait ce cycle de 5 conférences gratuites avec l'ACE. On a entre 100 et 150 personnes qui sont intéressées par le programme, qui suivent aussi les replays. Donc je suis certain qu'on aura les 10 projets, peut-être même plus. Mais voilà, vraiment l'idée, c'était de faire monter le niveau des projets qu'on reçoit et de vous faire déjà cheminer au début. Alors, 5 conférences. La première conférence, c'est avec Mathieu Bouillon. Rappelez-vous, l'objectif, c'est de casser toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir
sur l'entrepreneuriat dans le marché du droit et d'essayer de vous faire regarder vos sujets, votre métier de manière différente et de vous aider à faire des choix en mesurant à la fois le risque, le niveau d'investissement en termes de temps personnel aussi à consacrer au projet. On a travaillé avec Audrey la semaine dernière sur comment j'analyse mon marché, comment je fais mes choix, pourquoi je dois faire des choix et pourquoi je ne peux pas tout faire. Donc ça, voilà, on travaille avec Audrey là-dessus. Et aujourd'hui, avec Michael, on va vous parler de la façon dont vous pouvez structurer et vendre votre projet. Surtout, l'idée, c'est de vous donner, on a travaillé la vision, on a travaillé le positionnement stratégique avec Audrey la semaine dernière. Maintenant, c'est quoi le plan pour exécuter tout ça? Et on va essayer de vous donner des tips avec Michael pendant les 2 prochaines heures. On se voit vendredi. Ça va être une conférence vraiment drôle. J'ai reçu les slides ce matin. Bon, il y a un peu de boulot de mise en forme, mais ça va être béton. Comment convaincre son banquier avec Interfimo. Voilà, là, on va parler chiffres pour le coup vendredi. Et ensuite, on se retrouvera avec Manon. Ça sera un format Zoom réunion. L'idée, c'est que ceux qui veulent déjà commencer à pitcher leur projet puissent le faire devant les autres pour améliorer leur dossier le 9 juin. Et d'ailleurs, je passe une partie de l'après-midi avec Manon à préparer cette conf. Et pareil, ça va être du régal. Ça fera plaisir de vous voir en vrai aussi. Michael, comment on devient un stratège en tant qu'avocat? C'est très bonne question, ça, monsieur Debord. Qu'est-ce que c'est la stratégie pour toi? Ah non, mais attends, c'est moi qui pose la question. Tu me demandais tout à l'heure ce que c'était que le coaching. Le coaching, c'est l'art de poser la bonne question. Pour moi, la stratégie, c'est déjà d'avoir un plan, c'est d'avoir anticipé des décisions. La stratégie, déjà, d'avoir une méthode. C'est savoir où on est aujourd'hui. Savoir faire un diagnostic de où on est aujourd'hui. Se dire où est-ce que je veux être demain et construire le plan qui permet d'aller d'aujourd'hui à demain. En gros, si vous avez une idée claire de ce que vous êtes aujourd'hui, de ce que vous êtes en train de faire et de ce que vous voulez faire demain et du chemin qu'il faudra prendre pour arriver à ça demain, vous avez une stratégie. C'est pas simple et on verra que quand on gère un cabinet d'avocats, c'est rarement quelque chose sur lequel on passe du temps parce que en fait, il y a trop de choses à faire, quoi. Il faut traiter les dossiers, il faut gérer. C'est rarement... Enfin, je vois peu de cabinets qui régulièrement prennent du temps pour peaufiner, travailler leur stratégie. Et pas que le cabinet d'avocats d'ailleurs. Et souvent, quand on parle de stratégie, on peut prendre même dans le monde de l'entreprise, c'est assez fréquent. Prenez, je sais pas moi, des boîtes qui ont cartonné comme... prenez Southwest Airlines, qui est une compagnie aérienne américaine, qui a lancé le low cost il y a plusieurs décennies aux États-Unis en partant du Texas. Ils ont mis en place une stratégie qui leur permet de gagner énormément de parts de marché et ils ont vraiment lancé la mode du low cost dans le transport aérien. Ils ne se sont pas réveillés un matin en disant hey, les gars, voilà, c'est ça qu'on va faire, c'est super, on va faire du low cost et on va avoir plein de passagers, on va économiser plein d'argent et on va du coup avoir un avantage concurrentiel de malade sur les autres lignes, sur les autres compagnies aériennes. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, ils avaient 3 avions, mais 4 avions, pardon, ils avaient prévu de faire des vols sur 4 avions et il y a un de leurs 4 avions qui était juste pas exploitable. Il y avait eu une panne ou je ne sais plus ce que c'était, donc ils ont dû se débrouiller pour caser toutes les personnes qui avaient pris des billets dans 3 avions au lieu de 4. Donc, ils étaient obligés de faire ce qu'on appelle du yield management. Ils ont été obligés de réduire le temps pendant lequel l'avion était posé à l'aéroport et maximiser le temps où les avions sont dans les airs en train de transporter des passagers. Et donc, finalement, quand le 4e avion s'est mis à marcher au bout de quelques semaines, je crois que ça a duré 6 semaines cette histoire, et ils se sont dit, bon, en fait, on a réussi à maximiser notre prestation avec 3 avions. Au lieu de redescendre la vapeur et de reprendre ce qui était prévu avec 4 avions au départ, continuons cette stratégie-là, mais avec 4 avions au lieu de 3. Et c'est devenu Southwest Airlines, en fait, pour cette raison-là. Ce n'était pas un truc qui avait été pensé forcément en amont. Et souvent, les stratégies dont on fait l'autopsie quelques mois, quelques années, quelques décennies plus tard, on se dit « Ah, c'est brillant, les gens, ils étaient vraiment super forts de penser à tout ça ». En réalité, ils ont souvent réagi à quelque chose qui leur arrivait dans leur quotidien. Il faut casser un petit peu le mythe du « moi, je suis un grand stratège ». Alexis était un grand stratège quand il a créé Leganov, Legalstorm, il y a 10 ans, c'est ça, tu disais, Alexis? Non, Leganov, 10 ans, mais Legalstorm, non, c'est 2020. Voilà, tu avais déjà
tout compris de ce qui allait se passer sur le marché du droit en 2013-2014. Tu savais déjà qu'en 2030, tu proposerais des IA génératives, Bien etc. sûr, Tu ouais, je proposerais les avais Smart. prévus. Voilà. Donc, on va casser un peu ce mythe-là. La stratégie, c'est souvent quelque chose auquel on s'adapte et on met derrière cette adaptation le mot de stratégie. Mais il y a peut-être deux, trois petits conseils qu'on peut vous donner avec Alexis aujourd'hui pour vous aider à comprendre quels sont les bons points de repère à avoir, en fait, pour pouvoir prendre les décisions de manière un peu plus réfléchie. Si tu veux bien passer à la slide, Alexis, je pense que... Ouais, je la passe tout de suite. Attends, hop, j'ai juste un souci de double écran. Et ça va passer, vas-y, fais la transition, je sais que tu sais faire. Je peux faire une petite danse si tu veux. Non, non, attends, En fait, voilà, c'est bon, voilà, c'est bon, voilà, ah bah, impeccable. ah bah, magnifique, magnifique, merci Parce que beaucoup. je voulais vous faire une blague, en fait, je voulais générer en même temps une image d'un personnage, d'un lawyer en train de lire une boule de cristal. Et je me suis dit, c'est pour ça que j'ai ouvert une autre fenêtre en parallèle. Ah bah voilà, t'es en Vous train allez de l'avoir t'amuser dans sur pas longtemps. T'es en train de t'amuser sur Midjourney pendant que je parle, ok. Exactement, t'as tout compris. Bah continue. Moi j'aime bien cette idée. Tu sais, j'ai fait pas mal de confs où t'avais bah, avec toi d'ailleurs, Ouais, t'avais un caricaturiste qui prenait voilà, qui croquait des moments de la conférence. C'était assez chouette. Bah vas-y, tu peux faire ça avec Midjourney vas-y, si je vais ça faire t'amuse. ça. Donc là, c'est ce que vous avez à l'écran. Là, c'est pas du tout un truc que j'ai inventé. J'ai compilé plusieurs données en stratégie d'entreprise qui, de manière assez complémentaire, identifiaient différents leviers de développement, ou en tout cas différentes composantes de ce que peut être une entreprise sous l'angle de sa stratégie d'entreprise. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien appliquer ça à des cabinets d'avocats, parce qu'après tout, sauf erreur de ma part, un cabinet d'avocats, c'est une entreprise. Une entreprise particulière, certes, c'est une entreprise libérale, mais un cabinet d'avocats, c'est une entreprise. Et d'ailleurs, je crois que dans ce projet d'accélérateur, il n'y a pas forcément que des projets de cabinet d'avocats. Tu peux avoir une legal tech, c'est ça, hein, on est d'accord, Alexis, Tout à fait, absolument, ouais, tout ça à peut fait. être une entreprise à part entière, quoi. Bon. Les 6 composantes sont une vision. En gros, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi le cap qu'on se fixe, où est-ce qu'on veut aller, à quel endroit on veut être dans 5 ans, dans 10 ans, et qui on est. C'est ça la vision, en gros. Ça dit à la fois où est-ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut être demain, et quelle est notre culture, quel est notre ADN, voilà, quelles sont nos valeurs fondamentales. Les gens qui travaillent avec nous, ils se reconnaissent de quelle manière. Ça, travailler ses visions, c'est faire tout ça. Ah, tu m'as Non, coupé les t'inquiète, slides. vas-y, continue. Tu vas nous mettre la boule de cristal, c'est ça? Donc, le premier levier, c'est la vision. Le deuxième levier, que vous n'avez pas, voilà. Les personnes, c'est l'écosystème, en fait. C'est comment, et on va en reparler beaucoup aujourd'hui, comment je me structure, quelles sont les personnes avec lesquelles j'interagis pour pouvoir mener à bien le projet en question, pour pouvoir atteindre l'achèvement de cette vision-là. Quels sont les sièges autour de la table et quelles personnes doivent s'asseoir dans ces sièges-là. Et quand on a les bonnes personnes dans les bons sièges, on peut dire que cette composante-là, elle est remplie à 100%. La troisième composante, que vous le vouliez ou non, du système dans lequel vous êtes quand vous gérez un cabinet d'avocats ou une entreprise, ce sont les données, c'est-à-dire les indicateurs forts ou faibles que vous mesurez pour savoir si vous allez dans la bonne direction. Tout au long de votre cheminement, pour atteindre cette vision-là, vous allez générer des résultats. Quel type de résultats est-ce que vous mesurez? Quel type de données est-ce que vous allez chercher pour pouvoir anticiper éventuellement une sortie de route? Ou pour pouvoir comprendre que là, tout d'un coup, vous n'êtes plus sur les rails, il faudrait remettre un coup de collier à ce niveau-là pour pouvoir atteindre l'objectif et dérouler la vision telle que vous l'aviez formulée quand vous avez formulé la stratégie. On ne peut pas progresser sur quelque chose qu'on ne mesure pas. Vous avez besoin d'avoir un retour d'information pour savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas. C'est très rare, ça, dans les cabinets d'avocats, qu'il y ait une mesure qui soit faite systématiquement. La plupart du temps, il y a plutôt une mesure qui est faite a posteriori, c'est-à-dire qu'on va regarder, une fois l'année écoulée, ce qu'a été le chiffre d'affaires, ce qu'ont été les résultats financiers de l'entreprise ou le chiffre d'affaires du cabinet. Mais ça nous donne une indication du passé. Ça nous dit ce qui s'est passé. Alors oui, je vois que Samuel demande si les données, ça peut être entendu par les KPI. Exactement, les KPI, ce sont des indicateurs clés qu'on mesure pour le déroulé d'une stratégie ou pour l'atteinte d'un objectif.
Mais je voudrais vous sensibiliser à cette idée que il y a différents types d'indicateurs qu'on peut aller chercher. Vous avez des indicateurs qui vous parlent du passé. Voilà ce qui s'est passé, voilà le nombre de dossiers facturés, voilà le chiffre d'affaires facturé l'année dernière, etc. Et puis il y a des indicateurs qui vont vous parler du futur. Pour vous donner un exemple récent, au moment de la crise du Covid, pendant le premier confinement, on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, tous les soirs, notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn au départ, puis Olivier Véran ensuite, qui nous indiquait quels étaient le nombre de personnes, enfin quel était le nombre de personnes qui avaient été admis positifs au Covid dans les hôpitaux de France. Et ce chiffre qu'on nous donnait tous les jours était censé nous permettre de comprendre quelle allait être l'évolution de la maladie et de l'épidémie dans les semaines à venir. Malheureusement, quand on mesure les admissions à l'hôpital, on mesure quelque chose qui est complètement biaisé. Parce qu'il faut que deux conditions soient réunies pour qu'une personne soit comptabilisée, qu'elle soit positive au Covid et qu'elle se soit fait tester. Et ensuite, même troisième condition, qu'elle se soit faite admettre à l'hôpital. Il y a des chercheurs à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui ont dit, pour avoir une meilleure mesure de l'évolution de la maladie, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé mesurer les eaux usées dans les égouts. Et on a évalué la concentration de virus dans les eaux usées et son évolution quotidienne. Parce que vous pouvez être atteint de la maladie sans le savoir et ne pas vous faire tester. En revanche, il est assez rare qu'une personne passe une journée entière, 24 heures, sans aller pisser. Donc, le fait est que, de toute façon, en mesurant ce qui se passait dans les égouts, on allait avoir une indication bien plus pertinente et bien plus précise de ce que serait l'évolution de la maladie dans les semaines à venir. Et donc, l'art de mesurer les bonnes données, c'est de trouver quels sont les indicateurs, quels sont les signaux qu'on va mesurer pour comprendre comment va évoluer mon flux d'activité, quelle trajectoire va prendre ma fusée par rapport à la vision que je cherche à dérouler. Et ça, c'est vraiment pas un exercice facile. Au début, on mesure souvent des mauvaises données ou des données qui ne sont pas pertinentes. J'ai coutume de dire à mes clients, quand je travaille avec ce système, que lorsqu'ils ont une vision claire, les bonnes personnes dans les bons sièges, et qu'ils mesurent les bonnes données, ils ont ce qu'on appelle une organisation transparente. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là le fait que lorsque vous avez ces trois choses-là, et qu'il vous arrive une difficulté, pour rester poli, vous ne pouvez plus la glisser sous le tapis. Ça se voit, c'est transparent. Dès lors qu'il y a un sujet de préoccupation, dès lors qu'il y a une frustration, dès lors qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le voit tout de suite et on peut réagir très vite. Et c'est pourquoi la quatrième composante de ce système, ce sont les sujets. C'est important de comprendre, c'est important de créer des rituels pour capturer les sujets dès qu'ils arrivent, les sujets de préoccupation. Sinon, on les laisse s'accumuler et un jour ou l'autre, ça finit par exploser et on obtient des réactions complètement disproportionnées ou tout d'un coup, des choses qui étaient très prometteurs se pètent complètement la gueule. Ou à l'inverse, à un niveau humain, par exemple, on a des collaborateurs qui disent rien pendant des semaines, des mois, et puis tout d'un coup, un jour, ça explose, on ne comprend pas pourquoi. Capter les sujets, comprendre qu'il faut les traiter régulièrement, c'est un des leviers qui permet de développer une structure, quelle qu'elle soit, que ce soit un cabinet d'avocat ou une entreprise. Si vous êtes quelqu'un de normal, vous avez 10-15 sujets qui vous tombent dessus tous les jours. Donc, quelle est la méthode que vous avez pour poser ces sujets, les poser quelque part et ensuite les traiter de manière efficace, individuellement ou collectivement? Et donc, par extension, le cinquième levier, ou la cinquième composante, ce sont les procédures. Il y a le rituel sur les sujets, mais il y a peut-être d'autres rituels qu'il faut mettre en place pour que la fusée tourne, pour que l'engrenage ne soit pas en plein de sable et que ce soit bien huilé et que les choses avancent comme elles devraient avancer. C'est très compliqué de fixer toutes les procédures d'une entreprise ou d'un cabinet. En général, on va essayer de se focaliser sur les 20% de process qui permettent d'obtenir les 80% de résultats, la fameuse loi de Pareto. Je vais revenir dessus, je pense que vous connaissez déjà. Mais vous voyez que là, en réalité, que ce soit la vision, les personnes, les données, les sujets et les procédures, ce sont 5 composantes qu'on pourrait parfaitement poser sur le papier,
sans que rien ne se passe. On pourrait décrire la vision en écrivant, voilà, nous, notre ADN, c'est ça, nos valeurs, ce sont ça, ce sont ces valeurs-là, notre objectif, le cap qu'on se fixe, c'est d'arriver à tel endroit. On pourrait dire, voilà, notre organigramme, voilà, quelles sont les grandes responsabilités dans notre boîte, dans notre cabinet. On pourrait dire, voilà, les données qu'on mesure, voilà, la manière dont on va traiter les sujets, voilà, les sujets qu'on a identifiés, voilà, les procédures qu'on respecte dans ce cabinet. Tout ça, on pourrait le dire, on pourrait l'écrire. Et rien ne se passerait. La fusée ne décollerait pas. Parce qu'il manque la 6e composante qui est la propulsion. Et la propulsion, c'est quoi? C'est quand vous arrivez à vous discipliner suffisamment pour mettre en place tout ça. C'est extrêmement compliqué. Et pendant très longtemps, j'ai beaucoup lutté avec mes clients pour les forcer à le faire. Et souvent, ils le faisaient finalement parce qu'à force de les emmerder, je finissais par obtenir gain de cause. Mais une fois que la mission se terminait et que je reprenais des nouvelles 3 à 6 mois plus tard, tout ce qu'on avait mis en place, en tout cas une grande partie de ce qu'on avait mis en place, n'avait pas été poursuivi parce qu'on est capable de faire un premier effort important, une fois de temps en temps, on est capable de produire un effort exceptionnel, mais c'est très très compliqué de garder cet effort exceptionnel sur la durée. Et donc si Alexis, tu veux bien passer la slide d'après. Pourquoi on vous a mis un petit robot à côté de la fusée tout à l'heure, c'est que ce qui compte dans la propulsion, c'est que vous mettiez en place non pas la discipline individuelle qui va exploiter ce muscle qu'est la volonté, parce que la volonté est un muscle, on n'a pas une réserve de volonté infinie. Ça se fatigue la volonté quand au début de la journée vous commencez déjà à faire des choses qui vous demandent un certain effort et que vous continuez toute la journée de faire des choses contre votre volonté, il vaut mieux pas vous demander de faire le moindre effort le soir, ne serait-ce que débarrasser la table. Ça devient trop compliqué. Bon appétit Alexis. Donc pour éviter de tomber dans ce piège qui fait reposer toute cette fusée sur la simple bonne volonté des gens qui composent le cabinet ou l'entreprise, il faut essayer de mettre en place des systèmes. Il faut essayer de mettre en place des habitudes de petits efforts très simples et très faciles à fournir, mais qui, parce qu'ils vont être cumulés sur le long terme, finissent par produire un résultat exponentiel. Là-dessus, il y a une métaphore que tu prends toujours, que j'adore, c'est la métaphore du puits. Oui, je vois que tu fais un joli dessin. Je m'excuse à tous, effectivement, il est midi et je me permets de manger un plat de pâtes en même temps. On t'en veut pas, Alexis. Je ne vais pas être bon sur la deuxième partie de conférence. Le puits, la métaphore du puits, bon, elle est assez éculée. Quand on essaie de puiser de l'eau dans un puits, les premiers gestes qu'on fait sont assez douloureux, ça nous demande un effort important, mais une fois que l'eau arrive, le geste est quasiment indolore, il suffit juste de l'entretenir et l'eau peut continuer de couler à flot. Et dans la plupart des projets, enfin, en tout cas, la plupart des projets dont j'ai entendu parler et qui ont échoué sont des projets de personnes qui ont laissé tomber le geste avant que l'eau arrive. Parce qu'en réalité, si vous voyez la courbe bleue, vous voyez qu'au début, il y a très peu de résultats. La courbe marron, c'est la courbe traditionnelle. Quand vous lancez un projet ou un cabinet, vous allez faire pas mal d'efforts et vous allez vous focaliser sur vos dossiers. Et au bout d'un moment, vous allez commencer à générer de la croissance. Simplement, cette croissance, elle va être nécessairement limitée. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir un plafond de verre. Vous n'allez pas pouvoir prendre plus de dossiers que ça. Vous n'allez pas forcément avoir les bons effets de levier qui vous permettront de faire plus de volume ou de facturer plus cher. Donc, vous allez à un moment être limité dans votre croissance. Si, au contraire, vous mettez en place les petits efforts qui vont systématiser les bons rituels, qui vont systématiser la mesure des bons indicateurs, alors peut-être qu'au début, vous allez avoir moins de résultats qu'avec la façon traditionnelle de faire. C'est pour ça que la courbe bleue, au début, elle est en dessous de la courbe marron. Mais à un moment, vous allez vous rendre compte que lorsque vous cumulez tous ces efforts-là, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, vous vous mettez à avoir des résultats exponentiels. Dans le livre très connu de James Clear, Atomic Habits, Un rien peut tout changer, dans sa version française, il explique que si vous vous améliorez de 1% dans n'importe quel domaine, 1% par jour, ça a l'air de rien, 1%. Au bout d'un an, vous êtes 37 fois meilleur. À l'inverse, lorsque vous avez une mauvaise habitude et que vous la laissez vous grappiller 1% d'efficacité par jour, comme le fait par exemple de
faire du multitasking, de répondre à ses emails pendant que vous êtes en train de faire autre chose, et ben, au bout d'un an, ces 1% de mauvaises habitudes qui viennent grappiller un peu de productivité rend votre productivité quasiment nulle. Au bout d'un an, vous êtes très proche de zéro. C'est cette idée que j'essaie de vous faire passer lorsque vous passez en mode chef d'entreprise. Plutôt que d'essayer de comprendre comment vous allez faire votre business plan, comment vous allez construire toute cette fusée et d'essayer de vous remotiver tous les jours et toutes les semaines pour continuer à dérouler cette vision et continuer à atteindre ces objectifs, ce qui est quelque chose d'assez surhumain comme effort, posez-vous la question, ok, quels sont tous les petits efforts quotidiens, quelles sont toutes les petites habitudes qu'il faut qu'on prenne pour ne pas perdre tout ça de vue et pour continuer d'aller tout le temps dans la bonne direction. Et ça, c'est vraiment pas facile. Exactement, Sabrina. Nous sommes ce que nous répétons. Si je me permets de vous donner un exemple encore plus parlant, je crois que j'avais utilisé cet exemple dans un post LinkedIn ou sur Twitter, je ne sais plus, mais je suis sûr que Alexis, une fois qu'il aura terminé son repas et que la conf sera terminée, il va aller se laver les dents. Et je suis sûr qu'il fait ça 2 ou 3 fois par jour. Parce qu'il vaut mieux se laver les dents 2 ou 3 fois par jour, quelques minutes, plutôt qu'une bonne heure le week-end. Déjà, vous vous explosez les gencives. Et puis surtout, c'est beaucoup moins efficace. On la connaît tous pour l'anglais. Par contre, on parle beaucoup plus sur la partie brossage de dents. Tu vois? Donc, voilà, quels sont les petits efforts réguliers que vous devez fournir pour faire décoller votre fusée? Et c'est vraiment ça le cœur de mon métier. Bon, aujourd'hui, les cabinets avec lesquels je travaille, je les aide à identifier quelles sont ces bonnes habitudes, quels sont ces petits efforts réguliers qu'il faut mettre en place avec ces différentes casquettes de chef d'entreprise qu'on a quand on gère un cabinet. Tu veux bien passer à la slide d'après, Alexis? Ouais. Il y a un point que je profite là en passant la Vas-y, je t'en slide, prie. qu'on a vu avec Mathieu Bouillon, c'est vraiment cette dimension de persévérer. Vous allez changer d'état d'esprit. On parle beaucoup de ce changement de point de vue, de ce changement d'état d'esprit aujourd'hui avec Michael. Comment je deviens avocat et finalement mon métier et mon statut se confondent. Ah, je suis un chef d'entreprise qui a un statut particulier qui est l'avocat. Et en fait, cette réflexion-là, elle est ce changement-là, il passe par énormément de persévérance. Il faut répéter, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Et c'est parce que vous allez répéter, alors vous allez avoir l'impression que, effectivement, c'est un peu moins efficace, ça met un peu plus de temps à se déclencher. Par contre, une fois que c'est déclenché, rien ne vous arrête. Donc, je refais la métaphore du puits un peu différente, mais c'est vraiment, vraiment fondamental et c'est un point sur lequel on insiste. Et tous les entrepreneurs qui réussissent passent par là et ça finit par payer. Donc, il faut réussir à être dans cet état d'esprit. Concrètement, on a parlé avantage concurrentiel, positionnement, affirmation de la différence pertinent avec Audrey la semaine dernière. Quel prix on met sur ça et comment ça marche? Une petite méthode. J'adore l'intro. Merci Alexis. En fait, ce que je voulais essayer de faire avec cette slide, magnifiquement illustrée par Alexis, c'est vous présenter de manière extrêmement simple ce qu'on appelle la stratégie concurrentielle. Parce que quand vous montez un projet, quand vous montez un cabinet, que vous montez une entreprise, vous vous inscrivez dans un marché, dans un secteur qui existe avec des concurrents, avec des nouveaux entrants, avec parfois des concurrents qui ont pignon sur rue, qui sont très fortement installés. Donc, il y a une analyse du secteur qui doit être faite. Et si vous voulez des références sur comment faire cette analyse du secteur et tout, je vous conseille d'aller voir la base en matière de stratégie d'entreprise. C'est un article de Porter dans la Harvard Business Review, je crois, ou tapez simplement les 5 forces de Porter sur Google. Vous allez trouver pas mal de références là-dessus. Mais une fois que vous avez analysé votre écosystème, l'industrie, le secteur, le marché sur lequel vous allez vous présenter, qu'est-ce qui va vous permettre d'être plus fort que vos concurrents? Qu'est-ce qui va vous permettre de vendre plus ou de vendre mieux que vos concurrents? Il y a un schéma qui est assez traditionnel en stratégie d'entreprise, qui est celui d'opposer d'un côté ce que on appelle en anglais la willingness to pay, c'est-à-dire la disposition à payer des clients, à quel point les clients sont prêts à payer un prix élevé pour le produit ou le service que vous leur proposez. Et donc, on oppose cette willingness to pay à, tout simplement, au coût que génère cette activité pour vous. Enfin, quelles sont les ressources que vous avez besoin de mobiliser pour produire ce produit ou ce service. Et votre avantage concurrentiel, c'est la différence entre l'un et l'autre. Évidemment, le prix que vous allez fixer, vous allez essayer de le fixer un petit peu en dessous
de ce que le client aurait été prêt à payer. Si le client est prêt à payer 2000 et que vous coûtez 1800, le client a l'impression de gagner 200. Le deal est en sa faveur, il signera. Si le client est prêt à payer 2000 et que vous facturez 2000, vous avez une chance qu'il signe, mais il va peut-être se tourner vers quelqu'un qui sera un petit peu moins cher. Mais bon, c'était pour vous faire la différence entre la marge que vous allez faire, qui se situe entre le prix et les coûts que vous devez mobiliser, et le bénéfice client. Mais en réalité, votre avantage concurrentiel, c'est la somme de la marge et du bénéfice. Il y a en gros deux grandes stratégies qui existent et qui ont existé depuis qu'on a commencé à modéliser les stratégies d'entreprise dans les années 50-60 aux États-Unis. La première stratégie, c'était de dire, moi, je vais essayer de me différencier à tout prix. Donc, faire grandir la courbe bleue, faire grandir la colonne bleue à tout prix. Donc, ça s'appelle la stratégie de différenciation. Il fallait être absolument le plus différent, le plus unique, le plus singulier de tous les professionnels qui proposaient ce type de produit ou ce type de service. Prenons un exemple dans l'automobile, c'est Rolls-Royce. Rolls-Royce, c'est pas des voitures comme les autres. Ils voulaient se différencier à tout prix. C'est des voitures beaucoup plus chères, mais parce que chaque voiture est unique. Bon. L'autre stratégie générique, c'est celle de réduire au maximum les coûts pour pouvoir proposer le prix le moins faible, enfin le prix le plus faible possible, le prix le moins élevé possible. Donc faire du low cost, comme Southwest Airlines, dont on a parlé tout à l'heure, mais voilà, comme il existe parfois même sur le marché du droit des entreprises ou des cabinets qui vont poursuivre cette stratégie-là, qui est en réalité une stratégie de volume. Alors moi, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des stratégies, le low cost, pour une raison toute bête, c'est que je pense qu'il y aura toujours un petit malin qui arrivera à faire plus de volume ou qui arrivera à être moins cher que vous. Et donc, c'est vraiment la course à être l'esclave de ses clients, cette stratégie-là. Mais en réalité, l'autre stratégie n'est pas la panacée non plus, parce que souvent, quand vous allez énormément vouloir vous différencier, vous allez énormément investir. En général, quand vous essayez de faire grandir la colonne bleue, mathématiquement, vous faites aussi grandir la colonne orange. C'est-à-dire, vous allez devoir mobiliser des ressources, du temps, de l'argent, pour pouvoir vous différencier. Et c'est ce qui arrive à Rolls-Royce. Rolls-Royce, après la deuxième crise du pétrole en 91, ils n'arrivaient plus à être rentables. Et donc, au lieu de continuer à tout faire eux-mêmes, ils ont fini par outsourcer, ils ont fini par confier à BMW la construction de leur moteur. Et comme c'était toujours trop cher, ils ont fini par par être vendus à BMW. Ils ont été rachetés par BMW. Si bien que, sauf si j'espère ne choquer personne en disant ça, mais aujourd'hui, une Rolls-Royce, c'est une BM moche. Voilà. c'est pas la stratégie qui a le mieux marché, la stratégie de différenciation dans le monde de l'automobile. À l'inverse, si on cherche la stratégie low cost, on va tomber sur la Tata Nano. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette voiture. Je sais qu'Alexis aime bien l'automobile, donc il doit pour ça, je me marre. C'est la voiture à 200 balles. Mais personne au monde n'a envie d'être vu au volant de cette voiture-là, en fait, tellement elle est cheap. Donc ça marche pas non plus, la Tata Nano. Alors Tata, c'est un grand conglomérat et ont plein d'autres activités, ils survivent. Mais voilà, la stratégie qui consiste à chercher à baisser le prix à tout prix, enfin, à baisser les coûts à tout prix, n'est pas forcément la meilleure stratégie. En réalité, la bonne stratégie, c'est celle qui arrive à faire augmenter la courbe bleue sans trop augmenter la courbe orange. Et ça, c'est se différencier sans augmenter ses coûts. Si tu peux passer la slide, Alexis. C'est pas forcément d'être le plus différent ou le moins cher, c'est d'arriver à se différencier à moindre coût. Absolument. Et ça, c'est pas facile. Mais il s'est passé un truc depuis les années 2005-2010 qui n'était pas encore présent dans le monde de l'entreprise avant. C'est qu'avec l'apparition du smartphone, de la géolocalisation et l'éclatement d'Internet, on a des entreprises qui ont commencé à dire, nous, on est capable d'augmenter la colonne bleue, la willingness to pay, on est capable d'être encore plus sexy que ce qui existe déjà, en étant encore moins cher, en ayant encore moins de coûts. Prenez Uber, par exemple. Uber, dans les années 2008-2010, c'était beaucoup plus sexy que héler un taxi dans la rue à 3h du mat' en espérant, en priant pour que le mec s'arrête. Uber, avec votre smartphone, vous preniez rendez-vous, le mec venait vous chercher à l'endroit que vous vouliez. Et niveau coût, la société Uber, elle n'a pas besoin d'acheter les taxis, elle n'a pas besoin de payer des licences, elle n'a pas besoin de salarier ses chauffeurs. Donc elle a des coûts beaucoup plus faibles qu'une société de taxi.
Donc, ils ont été capables de simultanément augmenter la courbe bleue et faire baisser la courbe orange. Ça s'appelle une startup. Ouais. Et pourquoi ça une startup, s'appelle- elle a besoin d'aller chercher des investissements? Parce qu'au départ, pour que ça marche, il faut un énorme plan de com. Il faut que tout le monde ait l'appli sur son téléphone et il faut que tout le monde se mette à l'utiliser. Sinon, ça ne peut pas pénétrer le marché. Donc, on a besoin d'investissement au départ. Je parle juste dans l'histoire de la startup. Mais du coup, ça donne quoi? Ça donne des gens qui ont des idées et qui doivent prouver que leur idée va générer de l'argent. Qu'avec cette idée-là, ils vont avoir un meilleur avantage concurrentiel que tous les autres concurrents sur ce marché-là. Et donc, dans les années 2010, vous avez vu apparaître des boîtes qui ont facilité pour ces personnes la présentation de leur modèle, et notamment le business model Canva. Est-ce que tu peux passer à la slide d'après? Voilà. C'est un peu pixelisé, mais c'est pas très très grave. Désolé, En gros, vous le trouvez sur un bouquin qui s'appelle la méthode Value Proposition Design. La boîte qui a créé ça s'appelle Strategizer. Les deux mecs qui en sont à l'origine, c'est Alex Osterwalder et Yves Pigner. Yves Pigner est suisse, Alex Osterwalder est américain. Et donc, ils ont proposé un modèle pour pouvoir présenter son projet. Et tout ce que je vous ai dit jusque-là pour en arriver là, c'est comment vous allez prouver qu'avec ce projet-là, vous allez avoir un meilleur avantage concurrentiel que les autres. Comment vous allez prouver que vous allez être plus sexy sur la willingness to pay et moins cher sur la courbe des coûts. Et là, vous avez 9 cases qui peuvent vous permettre de le faire. Au milieu, vous avez la proposition de valeur, la value proposition. C'est le petit cadeau là que vous voyez au milieu du modèle. Et tout à droite, vous avez les segments de clientèle, qui sont les différentes typologies de clients qui vont utiliser votre produit ou votre service. Les canaux de distribution, ce qui s'appelle en anglais les channels, là où il y a le camion, c'est le marketing que vous allez faire. Comment vous allez faire en sorte que vos clients, vos futurs clients, entendent parler de votre proposition de valeur. Et en haut, vous avez la relation client. Quel type de relation vous allez entretenir avec vos clients? Est-ce qu'ils peuvent vous appeler sur votre portable? Est-ce qu'ils vous écrivent des mails? Est-ce que ça passe par une assistante? Est-ce que ça passe par un collaborateur? Est-ce que vous avez un service client dédié à l'expérience client? En général, plus vous allez investir sur cette case-là, la relation client, plus vous allez être sexy en termes de willingness to pay. De l'autre côté du tableau, on a les activités clés tout en haut. Ça, c'est ce que vous faites concrètement. Ce n'est pas forcément la même chose que la proposition de valeur. Je pense que vous connaissez les différences, mais au cas où, la proposition de valeur, c'est ce que vous vendez, c'est le besoin que vous réglez, c'est le problème que vous solutionnez pour votre client. Les activités clés, c'est ce que vous faites effectivement. Si je prends un exemple bête en droit des divorces, prenons un couple sans enfant, sans patrimoine qui veut divorcer. Il y a fort à parier que ce couple en arrive à cette procédure de divorce amiable parce qu'ils veulent que ça aille plus vite, ils veulent pouvoir passer à autre chose. C'est précisément ce que vend l'avocat. Sa proposition de valeur, c'est de dire, écoutez, vous allez me confier les pièces que je vais vous demander et ensuite je m'occupe de tout, vous pouvez commencer à construire votre nouvelle vie. Ça, c'est une proposition de valeur. Ce que va faire l'avocat, en revanche, c'est rédiger la convention, etc. Ça, ce sont ses activités clés. C'est l'expression de son expertise. Mais sa proposition de valeur, c'est comment je vais résoudre un problème pour mon client. Donc, on a les activités clés. Attends, on n'a pas fini le modèle. Non, je sais, c'est implanté, je suis désolé. Les activités clés, les ressources clés, donc ça, ce sont toutes les ressources que vous devez mobiliser pour pouvoir faire vos activités clés. Donc, est-ce que vous avez besoin de certains logiciels? Est-ce que vous avez besoin d'un parc informatique? Vous avez besoin de locaux? Vous avez besoin de collaborateurs? Tout ça, ce sont vos ressources clés. Vous avez des partenaires clés, ça c'est les gens qui vous permettent d'obtenir des ressources clés et qui vous permettent de faire vos activités clés. Vous pouvez avoir par exemple, imaginons que vous soyez locataire de vos locaux, l'un de vos partenaires clés, ce serait le propriétaire. Autre exemple, si vous avez besoin d'un expert informatique pour gérer votre site internet, réaliser sa maintenance, et proposer éventuellement du marketing avec des articles pour le mettre à jour, ça peut être un autre partenaire qui est un prestataire de services extérieurs qui va venir enrichir votre positionnement et votre offre. Et donc, vous comprenez bien que côté gauche du tableau, on a la structure de coût. Ça, c'est ce que ça vous coûte
de faire tout ça. Et côté droite, on a les flux de revenus. Comment vous allez gagner de l'argent. Et votre résultat, bah, c'est les revenus moins les coûts. Votre pari, c'est de dire on va avoir des revenus plus importants que ce que ça va nous coûter en réalité. On retrouve les deux colonnes dont je vous parlais tout à l'heure, avec les deux dernières cases du modèle. Ça va? Bon, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, je vois les commentaires, après, je ne peux pas forcément écrire dans les commentaires, mais s'il y en a, n'hésitez pas. Évidemment, ouais, n'hésitez pas. Cette matrice, elle est vraiment importante. Ça sera vraiment important, notamment pour l'exercice qu'on va faire vendredi avec la banque, qui aura une approche classique des chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est il y a l'approche classique des chiffres, c'est-à-dire comment je la retranscris dans un tableau Excel et dans des projections à partir d'hypothèses. Mais ce qui est intéressant, c'est de repenser la façon dont vous construisez ces projections au regard d'un business plan Canva. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'en jouant de cette manière-là, vous allez peut-être avoir des angles morts sur votre modèle économique que vous n'aviez pas vu et qui peuvent vous permettre de créer la fameuse courbe aussi. C'est-à-dire que la fameuse courbe qu'on regardait là sur les efforts, vous l'avez aussi au niveau financier. Évidemment, les deux courbes, elles peuvent être liées. Donc, c'est intéressant de vous dire, OK, là, je vais investir plus au début et certes, je vais avoir un résultat beaucoup plus faible, voire négatif. Et je sais que je fais ça pour ensuite déclencher mon exponentiel. Donc, ça, c'est important de jouer, c'est-à-dire de repenser le business model de cette façon-là, de voir comment vous le retranscrivez en termes de tableau Excel. Et vous allez vous rendre compte qu'en jouant de cette manière-là, bah, vous allez peut-être changer la façon dont vous travaillez aujourd'hui et chiffrer la façon dont vous voulez travailler demain et chiffrer l'écart et l'investissement que vous allez avoir. Ça va être vraiment l'enjeu. Si je peux me permettre, Alexis, si tu veux bien revenir sur cette slide-là. Hier, je travaillais sur ça avec une cliente qui était un peu paumée parce qu'en réalité, elle s'adresse à plusieurs cibles assez différentes qui n'ont pas forcément les mêmes besoins, en tout cas d'un point de vue juridique. Ils n'ont pas forcément les mêmes difficultés ou les mêmes objectifs. Et du coup, elle avait l'impression de devoir construire 12 propositions de valeur différentes, une pour chaque cible qu'elle avait identifiée. On a creusé un petit peu et je lui ai demandé de chercher quels pourraient être les différents problèmes psychologiques, c'est-à-dire la relation psychologique qu'entretient chacun de ces segments de clientèle avec son problème juridique. Je ne sais pas si vous me suivez. J'ai besoin, je suis dirigeant d'une société, j'ai besoin éventuellement de changer de statut pour passer de SARL à SAS. Qu'est-ce que ça me fait d'avoir ce problème-là? Quelle est la relation que j'entretiens avec ce problème-là en tant que personne? Quel est le besoin psychologique qu'il y a derrière? Et donc, en creusant, on s'est rendu compte que quasiment il y en avait 7, il me semble, pour 6 des 7 cibles qu'elle avait identifiées, c'était le même besoin psychologique. Un besoin de clarification et besoin de rendre simple quelque chose de compliqué. Et ben, en fait, en faisant ce travail, elle a compris comment elle allait pouvoir faire une adéquation entre ces différents segments de clientèle et du coup, sa proposition de valeur. Et sa proposition de valeur, c'est je sais que tout ça est compliqué, je vais m'en occuper, je vais vous simplifier tout ça, vous allez pouvoir comprendre quelles sont les différentes options et choisir en bonne connaissance de cause. Et je vais m'en occuper pour vous. Je les libère d'un fardeau de devoir se prendre la tête sur un truc compliqué. Voilà, c'est un exemple qui, je pense, parle à certains d'entre vous si vous faites du droit des affaires. Encore une fois, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Ok. Je vais prendre un petit peu la suite. On a deux temps qui viennent là, dans cette conférence. Un premier temps, donc là, c'était vraiment les aspects strat, comment je repense ma stratégie, comment j'ai un regard un petit peu joueur d'échecs sur où j'en suis, où je veux aller, et quelles sont la manière, et ce que je dois mettre en place pour y parvenir. Maintenant, les enjeux, ils sont ensuite de deux ordres. Comment j'organise le front office, autrement dit, tout ce qui va être visible de mon client et qui va m'aider à vendre ou à exécuter ma prestation ou à délivrer ma prestation à mon client. Comment j'organise mon back-office, c'est-à-dire comment j'organise ma production. Moi, je vais insister là sur le volet vente et communication du front office. Ensuite, Michael va parler plus de tout le volet back-office et plus global, comment je transforme les schémas d'organisation de mon cabinet en ceux d'une entreprise. Alors, sur la partie com, il y a des matrices, je pense, si vous avez déjà suivi des conférences avec moi, que vous avez déjà vues. Donc, voilà, je vais en tout cas vous redonner un certain nombre de points. Alors, déjà, quand on veut se présenter et vendre, beaucoup disent, en fait, j'ai besoin de faire de la com.
Quand on dit j'ai besoin de faire de la com, il y a plein de choses qu'il faut faire en amont. Et puis, en fait, parfois, c'est pas j'ai besoin de faire de la com, en fait, c'est j'ai besoin de vendre. Et la com peut être un moyen de faire venir des personnes à vous, d'intéresser des personnes à votre cabinet. Mais si à un moment donné, dans le dernier kilomètre, vous n'avez pas une action de vente, si vous ne prenez pas votre téléphone pour fermer la vente, ben, en fait, ça ne se fait pas. Donc là-dessus, il y a un boulot. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a toujours 3 grands temps. Un premier temps dans lequel et c'est le boulot qu'on a fait la semaine dernière avec Audrey, c'est comment je me distingue, comment j'arrive à choisir un positionnement un petit peu singulier qui fait que je vais attirer, que je vais capter une typologie de clients qui m'intéresse. Elle m'intéresse parce qu'elle est plus rentable, elle m'intéresse parce que c'est des clients qui me font rêver, j'adore bosser avec eux, elle m'intéresse parce que c'est des problématiques très techniques et que j'aime bien les traiter. Bref, là-dessus, quel que soit le moteur qui fait que vous appréciez cette typologie de clients et ces réflexions-là, il faut le faire. Ensuite, un deuxième temps qui va être de se dire comment je me présente. Alors, à cheval entre la façon dont vous distinguez, dont vous vous présentez, il y a la façon, vous vous rappelez, ça c'est une slide que je vous avais montré avec Audrey, comment j'affirme ma différence pertinente. Donc c'est un travail de synthèse qui va vous aider à formuler en 90 secondes votre positionnement et ce que vous allez apporter à votre client. Et ça, c'est ce qui va ensuite vous aider à vous présenter. Ce travail-là, il va vous aider à vous présenter et vous allez vous présenter sur des supports. Donc, ça va être votre site internet, ça va être une plaquette, ça va être la photo de profil ou la façon dont vous allez raconter votre parcours sur LinkedIn, etc. etc. Ça, c'est fondamental parce que c'est sur ces supports de présentation que vous allez mettre en avant les arguments qui vont convaincre vos clients de travailler avec vous. Donc ça, il faut le soigner et ça se travaille. Mais c'est seulement une fois que vous avez passé ces 2 étapes-là que vous pouvez travailler sur se faire connaître. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si vous dites j'ai besoin de plus de clients, je vais avoir besoin de faire de la com et de me faire connaître, si vous n'avez pas bossé les 2 étapes au préalable, les 2 premières étapes, qu'est-ce qui me rend unique et pourquoi, et comment je vais l'exprimer sur des supports pour pouvoir lire mes clients, ça ne sert à rien de faire de la com. Vous allez perdre du temps et vous allez dépenser de l'argent pour rien. Alors, concrètement, et alors j'ai une métaphore que je fais très souvent, c'est la métaphore du saut troué. Je vais revenir sur ces matrices-là après. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas fait les 2 premières étapes, vous pouvez toujours investir autant que vous voulez dans votre communication. Votre cible ne sera pas claire, les messages et les arguments seront mal mis en avant, et donc du coup, sur 1000 personnes touchées, peut-être que par chance, vous allez en avoir 2 qui vont devenir clientes, mais si vous avez fait les étapes au préalable, vous allez plutôt en avoir 200 ou 300. Parce que voilà, vous avez soigné les prises de contact et ainsi de suite. Alors, maintenant, quand on veut se faire connaître, et ça demande un investissement que vous allez devoir chiffrer. Vous allez, que ce soit pour transformer votre cabinet, que ce soit pour lancer un projet startup ou lancer une nouvelle verticale au sein de votre cabinet. Dans tous les cas, à un moment donné, il va falloir vous faire connaître, il va falloir vendre et se rendre visible. Ça, c'est un investissement. Et c'est un investissement où tout le monde doit passer par là. Maintenant, combien ça coûte, avec quelle intensité et quelle priorité je dois le faire, c'est là où je vais essayer de vous donner quelques tips et quelques astuces. Alors, la première chose, c'est qu'il y a 5 temps pour se faire connaître. Allez, ma main est là. 5 temps. 5 temps, je vais le faire comme ça. Voilà. 5 temps pour se faire connaître. Le premier temps, c'est de générer une prise de conscience. C'est-à-dire que vous avez une catégorie de personnes qui ont une problématique. Il faut qu'ils se rendent compte déjà qu'ils ont une problématique de droit. Il faut qu'ils se rendent compte que l'avocat peut être un bon interlocuteur pour potentiellement résoudre son problème. Et il faut, le cas échéant, qu'il ait conscience que votre cabinet présente une des personnes capables d'y répondre. Alors, ce temps de prise de conscience, il y a plein de supports que vous pouvez utiliser pour ça. Ça va être par exemple du référencement naturel sur Google, ça va être des petites vidéos que vous allez déployer sur LinkedIn, ça va être, bref, il y a plein de façons de créer cette prise de conscience. C'est à vous de le définir, mais à chaque fois, l'idée, c'est de se dire où sont mes clients, ou plutôt où sont mes prospects, parce qu'ils ne sont pas encore clients, quelles habitudes de consommation de contenu ils ont, c'est-à-dire autrement dit, où est-ce qu'ils sont, quelles sont leurs habitudes et comment je pourrais rentrer dans leurs habitudes ou être visible dans leurs habitudes. Par exemple, ma cible, c'est des ados qui sont prescripteurs pour leurs parents sur tel ou tel sujet. Je vais aller sur TikTok. C'est des influenceurs, je vais aller plutôt sur Instagram. C'est des RH et des dirigeants d'entreprise, je vais aller sur LinkedIn, etc. Quel support et quelle tonalité? Donc là, la tonalité, elle rejoint la catégorie de clients très précise à laquelle vous avez envie de parler et vous allez essayer d'adopter leur code, leur jargon, leurs habitudes.
Si vous êtes face à des influenceurs, vous allez pouvoir vous permettre d'adopter des codes d'influenceurs en tant qu'avocat, dans la façon dont vous allez vous filmer, dans l'histoire que vous allez raconter autour de votre cabinet. Évidemment, ce ne sera pas du tout la même chose si votre objectif, c'est de vendre des accords collectifs pour des grands groupes et de négocier des accords collectifs pour des grands groupes. Donc voilà, ça c'est le temps 1, c'est la prise de conscience. Une fois que la prise de conscience est effectuée, c'est comment j'arrive à faire en sorte que mes prospects franchissent la porte du cabinet. Alors, ça peut être franchir la porte au sens physique du terme, mais ça peut être aussi simplement faire un diagnostic sur mon site internet, prendre contact par l'intermédiaire d'un formulaire de contact, répondre à un premier mail que je vais leur faire, etc. Mais l'idée, c'est de réussir à ce que j'appelle hameçonner. C'est-à-dire c'est le moment où, paf, vous avez réussi à capter l'attention de votre prospect. Il commence à s'intéresser à vous et à la façon dont vous pouvez résoudre ses problèmes. Le troisième temps, et c'est naturel, on passe tous par là, on a tous une phase d'évaluation. Vous achetez un vélo pour votre fils en ligne, vous allez dire, OK, je veux tel modèle, vous allez les comparer, vous trouvez le modèle en question, puis ensuite, vous allez regarder à combien il se vend sur eBay, sur Amazon, sur le site du fabricant, et puis vous allez comparer un petit peu tout ça, puis vous allez dire, OK, OK, là, il vaut 10 € de plus, mais c'est son anniversaire demain, j'ai une livraison express, il l'aura, c'est parfait, tant pis, je paye 10 € de plus. Mais vous allez comparer, vous allez avoir cette phase de comparaison. Il fait déjà du vélo, ton fils? Comment? Ouais, il fait déjà du vélo, ton fils? Ça arrive à 17h, la commande arrive à 17h. Donc voilà, donc bref, et donc voilà, donc ça c'est ce cycle de comparaison, on passe tous par là. Et à un moment donné, votre client va se dire, OK, cet avocat peut résoudre mon problème, est-ce que j'ai intérêt à travailler avec cet avocat, un autre, une plateforme tierce qui va me fournir un service alternatif à l'avocat, etc. C'est ce temps de comparaison. Dans ce temps de comparaison, il ne faut pas lâcher votre client. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable de le relancer de façon intelligente ou de lui envoyer un élément complémentaire qui fait que vous allez vous distinguer dans cette phase d'évaluation. Ça peut être une convention d'honoraires extrêmement claire sur le process et la façon dont la prestation va s'exécuter si vous travaillez avec lui. Ça va être une manière de vous distinguer qui fait qu'il va se dire « Ah, je me projette plus avec vous qu'avec un autre avocat ou une autre plateforme. » Bref, il y a plein de choses. Mais et donc de la même manière, vous allez devoir vous poser la question « Quel support j'utilise? Quel ton j'utilise ?» Et il faut prendre en compte ce temps-là. Ensuite, la personne est cliente du cabinet. De la même manière, vous allez avoir des interactions avec elle. Mickaël va en parler sur les cycles de production notamment. Et une fois que la personne n'est plus cliente ou qu'elle est devenue client fidèle, évidemment, ça dépend de la prestation que vous vendez. Si vous vendez du contentieux, il y a fort à parier que ce soit du one-shot et un cas unique, un dossier unique. Par contre, un client qui a eu un dossier unique hyper favorable dans le cabinet, votre objectif, ça va être qu'il parle de vous autour. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir forcément lui vendre un abonnement après. Mais par contre, vous allez potentiellement essayer de faire en sorte qu'il se souvienne de vous et qu'il continue à parler de vous 5 ans après. Donc là-dessus, il y a un ensemble de communication avec à chaque fois pareil, quel support j'utilise, quelle tonalité, à quelle fréquence, pour continuer à échanger avec ce prospect. Ça, c'est fondamental et en fait, c'est une fois que vous avez passé ces différentes étapes que vous allez vraiment pouvoir mesurer votre retour sur investissement. C'est-à-dire qu'au début, sur le temps de prise de conscience, vous allez investir 100% de votre argent et la personne, elle ne sera pas encore cliente. Donc, c'est de la perte pure. Mais en réalité, ce n'est pas de la perte parce que si vous arrivez à bien calibrer votre communication, à communiquer auprès des bonnes personnes, que ces dernières deviennent clientes autour d'un premier dossier au niveau du cabinet, qu'elles parlent de vous ensuite, en fait, ça devient des ambassadeurs incroyables qui fait que vous allez diminuer le montant que vous allez devoir dépenser en acquisition. Et surtout que, comme il parle de vous, ou pas d'ailleurs, vous continuez avec le même montant, mais comme il parle de vous, en fait, un client va en faire 3 après, et ça devient viral. C'est comme le Covid, vous avez 3 personnes rencontrées, vous créez une exponentielle et vous devenez connu de la terre entière. Bon, j'exagère et je caricature, mais c'est ces mécanismes-là, en fait. C'est dès lors qu'un client satisfait a le réflexe de parler de vous, et bien à ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir mesurer sa rentabilité. C'est-à-dire que certes, sur un dossier donné, vous avez peut-être gagné que 500 € de marge, mais parce que ce client va parler autour de vous et vous rapporte 3 nouveaux dossiers tous les mois ensuite, potentiellement, en réalité, ce client va vous a rapporté 500 € sur son dossier, mais va vous rapporter plus de 1500 € de marge tous les mois parce qu'il vous fait rentrer de nouveaux clients, et ainsi de suite. Donc ça, c'est hyper important. Alors, donc, il y a une phase d'investissement. Chaque étape est un investissement en termes de temps ou de moyens. Mais dans chaque étape, il faut y consacrer du temps. Maintenant, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il ne faut pas vous dire je vais me concentrer dans un premier temps sur mon acquisition, je vais dépenser 2000 € par mois sur Google AdWords si vous n'avez pas vérifié que l'étape d'activation, de rétention et de référencement fonctionne. Donc au début, en fait, l'idée, c'est de partir sur des petites cohortes. Vous allez essayer d'identifier 50 prospects, 100 prospects
ou même peut-être que 10, ça va dépendre de ce que vous vendez. Vous partez d'une petite cohorte et vous allez, sur cette petite cohorte, la faire progresser et vous dire, bon, bah ok, au bout d'un an, cette petite cohorte, elle me permet d'avoir, sur 100 personnes de la cohorte, 25 sont devenues clientes, et sur les 25, 15 parlent de moi aujourd'hui, m'envoient des dossiers. Si vous arrivez à faire ça, c'est génial, parce que vous allez pouvoir vous dire, bah, comment je fais évidemment pour que dans les 100, il n'y en ait pas 25, mais qu'il y en ait 50, donc qu'est-ce que je dois mettre en place pour y parvenir? Mais surtout, en fait, vous n'êtes pas en train de créer un saut troué. C'est qu'en fait, vous savez que potentiellement, les actions de com que vous allez mettre en place, suffisamment ciblées, vous permettent de générer ensuite des revenus récurrents ou des personnes qui parlent de vous autour d'elles et qui vont vous permettre de générer ces revenus récurrents. Et donc, du coup, vous allez créer cet effet levier. Si c'est pas clair, vous me posez des questions sur le chat, mais ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je mets en place sur chacune des étapes? Là, seule votre imagination peut être la limite, parce que modulo, évidemment, les démarchages SMS ou téléphoniques, votre déontologie vous permet quand même de faire énormément de choses aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur d'être inventif, d'être créatif, de vous poser systématiquement la question, quelles sont les habitudes de mon client ou de mon prospect à telle ou telle étape de son processus? Il n'a pas conscience de son problème de droit. Quelle idée choc je vais pouvoir lui mettre en tête pour qu'il ait conscience de son problème? Il n'a pas conscience que je peux être le bon cabinet pour résoudre son problème. Quels sont les 2 arguments clés que je décide de mettre en avant qui font qu'il aura bien compris que je peux avoir une valeur pour lui, qu'il aura envie de prendre rendez-vous avec moi? Puis ensuite, dans la phase d'évaluation, comment font mes concurrents, comment je me distingue et comment en fait je vais être la solution naturelle qui va retenir et qui va m'acheter. Puis après, il y a un temps effectivement d'activation. Il faut garder le lien avec son client au-delà du dossier. Derrière le dossier que vous résolvez, il y a un client. Ce client-là, il a un ensemble de problématiques. Comment vous arrivez à connaître ces problématiques, à échanger avec lui, à garder du lien et à faire en sorte qu'au-delà de la prestation de qualité que vous allez lui rendre, bah, en fait, il va vous apprécier, il va vous adorer, il aura envie de parler de vous autour de lui ou de votre service. Donc ça, voilà, c'est vraiment des étapes qui sont clés, qui sont fondamentales. Bon, maintenant, combien ça coûte? C'est toujours très, très aléatoire, hein, cette question-là. Je vais quand même vous donner des ordres de grandeur ou au moins essayer de discuter un petit peu avec vous là-dessus. Créer une identité visuelle originale avec une marque forte pour votre cabinet, ce qui est fondamental hein, pour vous présenter. Tu prenais l'exemple de Rolls-Royce. Pourquoi Rolls-Royce continue à exister aujourd'hui? Parce que c'est une marque hyper forte qui s'apparente à du luxe et à une catégorie de personnes qui consomment du luxe. C'est pour ça que Rolls-Royce marche, continuera à marcher, même si effectivement les voitures sont affreuses et que en fait, c'est des technos de BMW un peu remasterisés avec de l'Alcantara ou pas de l'Alcantara, mais plutôt du cuir qui sont un peu mauvais. Mais bon, ça plaît à une catégorie de personnes, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc évidemment, là, ce qui est hyper important dans votre projet, dans la façon dont vous vous présentez, c'est le travail autour de la marque que vous allez faire. Alors, j'ai une formation d'1 heure sur la marque, évidemment, je ne vais pas vous la faire, mais retenez cette idée clé. C'est que la marque, c'est la manière dont vous allez retranscrire ce que vous avez dans votre ADN profond, ce que vous avez au fond de vous, et qui vous permettent de vous lever le matin et d'avoir envie de faire ce que vous faites. C'est comment vous arrivez à faire percevoir ces choses-là du grand public, comment vous allez réussir à faire percevoir. Évidemment, il faut qu'il y ait un alignement. Si la façon dont vous voulez être perçu est très différente des convictions pour lesquelles vous gérez votre projet et vous le faites, à un moment donné, ça va être dissonant, ça va se voir et ça ne tiendra pas debout. Donc, l'objectif, c'est de créer une marque qui vous ressemble et qui colle avec l'ADN et l'ambition de votre projet. Tout ça, ensuite, vous allez le retranscrire sous une identité visuelle, avec un site internet, avec des plaquettes. Un travail d'identité plus de site, quelque chose de simple, basique, mais fait avec des gens qui savent faire. Et j'entends plutôt des freelances que des agences. En agence, c'est plutôt 20 000 euros. Sur des freelances, vous allez avoir entre 5 et 10 000 euros. Vous avez du très bon boulot qui est fait. Voilà, évidemment, l'intérêt de l'agence, vous avez plusieurs personnes qui bossent sur le projet, vous avez des chefs de projet, vous avez une expérience, etc., qui peut être intéressante. Avec des freelances, vous allez aussi avoir plus d'agilité dans la façon dont vous travaillez. Donc ça, voilà, c'est pour vous donner une idée. Je veux refaire mon identité, mon site et sortir quelque chose de nouveau. Ça va être entre 5 et 10 000. Ça va dépendre de la complexité du site. Évidemment, ici, je parle d'un site vitrine sans fonctionnalité complexe. D'accord ? On est juste sur des pages web qui expliquent des choses bien mises en page, bien présentées de manière intelligente et intelligible. Ensuite, des outils pour faciliter votre prospection. Il y a plein de petits outils dont vous allez avoir besoin pour faire de la prospection. Ça va être par exemple Wallaxy qui va vous permettre d'automatiser votre compte LinkedIn pour prendre contact avec des prospects. Ça va être des outils qui vont vous aider à envoyer ou à relancer vos clients par mail de façon automatisée. Bref, vous avez plein de petits abonnements qui vont être compris entre 10 et 80 euros par mois à prendre. Globalement,
il faut tabler, si vous voulez automatiser un petit peu votre prospection, sur un budget de 300 € pour avoir, et je suis assez large, pour avoir un panel d'outils qui tourne bien et qui fait le job. Ça peut comprendre l'abonnement premium à votre compte LinkedIn si vous voulez mitrailler un peu plus fort. Ensuite, il y a la com au quotidien. Donc, c'est tout ce que vous allez faire au quotidien, prendre la parole et ainsi de suite. Tout ce qui va toucher à votre LinkedIn perso, pour moi, ne le sous-traitez pas. Ça se voit. Ça se voit. À un moment donné, c'est dissonant. Si vous faites écrire les contenus par quelqu'un d'autre, ça finit toujours par le voir. Ça vous ressemble pas. Vous avez des gens qui commentent que vous connaissez pas. Enfin, plutôt la personne qui va gérer votre compte LinkedIn ne connaît pas. Et ainsi de suite. Et du coup, les réponses vont pas être adaptées ou vont pas être du tout là. Et en fait, ça se voit et c'est pas bon. Donc, il y a la com de votre cabinet et de son image de marque. Ça, vous pouvez le déléguer. Un freelance, ça va être entre 300 et 500 € par mois pour avoir un freelance qui bosse bien, plutôt junior, mais qui va faire du bon boulot. Enfin, pas par mois, pardon, par jour. Et après, évidemment, ça va dépendre de votre projet et de son ambition. Mais à 2 jours par mois, vous faites déjà vivre une vitrine de cabinet sans trop de problèmes. Évidemment, si vous avez un projet qui est plus ambitieux, notamment si vous voulez dire, OK, je veux créer une startup du droit et je veux faire 1000 divorces par an à partir de l'année prochaine, il va falloir investir beaucoup plus. Et c'est normal. Donc le curseur, encore une fois, va dépendre de vos objectifs. Ici, je vous donne juste des indications. L'inconvénient des free, c'est qu'ils ont chacun, très souvent, ils ont chacun des champs sur lesquels ils sont plus à l'aise. Ils sont rarement très complets sur tout. Ou alors s'ils sont complets sur tout, ils sont moyens sur tout. Et pareil, à un moment donné, en fait, la com va être plutôt moche et les résultats vont pas forcément être au rendez-vous. Une agence, forcément, c'est beaucoup plus cher parce qu'on va rajouter de la gestion de projet et ainsi de suite. Donc, on va plutôt être sur des taux jours à 700 ou 800 €. Tout dépend encore une fois de l'agence avec laquelle vous travaillez, mais on est tout de suite sur des budgets qui sont plus conséquents. Après, il y a tout ce qui va toucher au référencement naturel ou payant. Le référencement naturel, honnêtement, si vous êtes motivé, vous faites une bonne formation et vous mettez dans vos habitudes de bosser 1 heure par semaine dessus et vous allez avoir des résultats significatifs. Là, moi, je l'ai fait sur SmartProv, on a bossé sérieusement et puis on voit que ça est en train de monter. Et en fait, ce qui est génial, hein, pour le coup, l'effet puits, on puise une fois qu'on fait l'effort avec le référencement naturel. Alors certes, c'est un effort au début, c'est important de bien comprendre les règles du jeu. Là-dessus, formez-vous. Il y a plein de formations en ligne qui existent sur le référencement naturel. Enfin, le truc à retenir, c'est que globalement, c'est le contenu qui est roi. C'est-à-dire que c'est le contenu qui est le plus important. Et puis après, il y a 2-3 trucs techniques à connaître. Une fois que vous mettez ça en place, votre référencement naturel va monter. Puis après, il y a le référencement payant, c'est le SEA. Ou tout ce qui va être... alors SEA, c'est sur Google, mais vous pouvez aussi faire du référencement payant en achetant de l'espace sur LinkedIn, sur les réseaux ou sur d'autres plateformes. Là, ce qui est hyper important quand vous faites du référencement payant, c'est de mesurer immédiatement le retour sur investissement que vous avez. Vous avez dépensé 1 000 € dans Google. Concrètement, c'est combien de leads? Est-ce qu'ils étaient qualifiés? Est-ce qu'on va passer les premiers niveaux en fait, de votre pyramide que je vous montrais tout à l'heure? Donc ça, c'est hyper important de le suivre quasiment en temps réel. Quand je dis en temps réel, c'est si vous le faites vous-même ou vous le déléguez, c'est tous les 15 jours, toutes les semaines, regardez ce qui se passe et qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi. Parce que voilà, vous pouvez vite vous retrouver à jeter de l'argent par les fenêtres parce que les campagnes sont mal faites, parce que la page web vers laquelle ça renvoie n'est pas forcément adaptée, parce que c'est mal paramétré et qu'en fait les utilisateurs qui viennent ne sont pas vos cœurs de prospection, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important. Par contre, en SEA, il y a aussi un effet mécanique, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous mettez 1000 et que ça vous rapporte 3000, le coup d'après, vous allez mettre 2000, ça va vous rapporter 6000, puis le coup d'après, 3000, ça va vous rapporter 9000, etc. Bon, il y a un moment où il y a un plafond de verre qui apparaît, mais globalement, c'est assez mathématique, hein. Une fois que vous avez trouvé la martingale, vous n'avez plus qu'à augmenter les budgets et puis ça suit. Il y a une limite à ça, c'est qu'évidemment, si à un moment donné, vous trouvez la martingale, il y a fort à parier qu'il y en ait d'autres qui s'en rendent compte, qui vous copient et qui fassent monter les enchères. Donc après, il y aura un moment où ça devient plus forcément rentable. Moi, j'avais bossé par exemple sur l'achat de mots-clés sur Constat d'huissier. Il y a 2-3 ans, ça valait même pas 10 centimes d'euros parce que la pub était interdite par les huissiers. Depuis que c'est autorisé, on a plutôt des coûts par clic qui montent à 2-3 euros et ainsi de suite. Alors, dès lors que vous faites cet investissement-là, par exemple, je peux parler de situations que je connaissais, sur lesquelles j'avais beaucoup travaillé. Par exemple, pour faire du divorce en ligne, on était sur un coût par lead et un coût de transformation, enfin un lead transformé, un coût d'obtention du client qui était entre 150 et 500 €, tout dépend de votre positionnement, de l'offre et de la façon dont vous marketez. Donc c'est pour vous dire aussi que parfois il ne faut pas avoir peur de dépenser un peu, sachant qu'au début vous allez forcément mal dépenser parce que vous faites des erreurs, et c'est normal. Donc tout ça, c'est des éléments que vous devez prendre en compte en termes de coûts si vous voulez bien faire les choses.
Après, vous pouvez aussi vous dire, je m'en fiche, j'ai un site internet, je fais de la pub payante dessus, je regarde ce qui se passe. Mais si vous n'avez pas pensé en amont votre identité, votre promesse, la cible que vous avez, que vous automatisez pas des petits outils de prospection pour croiser toutes ces opérations-là, ben, peut-être que vous allez générer des clients, mais en tout cas, vous en généreriez beaucoup plus en optimisant les choses et vous pourriez devenir beaucoup plus rentable. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on a un petit décalé, Mickaël, donc peut-être qu'on va avoir des questions arriver. J'ai un super exemple que je vais prendre. En une demi-heure, ça sera bon pour toi pour finir, Mickaël, hein? Ouais, large. Ok. Je vous prends un exemple qui reflète un petit peu la partie se présenter. Alors, zut, pardon, il faut que je... Tac, tac. Normalement, si je clique là, voilà, ça va marcher. On m'a demandé, dans le cadre d'une formation fin 2019, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, il y a une réforme qui s'appelle la loi Pacte, qui est une espèce de réforme fourre-tout pour améliorer la compétitivité de l'économie française. Bon, le Covid est passé par là depuis, donc ça a changé pas mal de choses, mais voilà. Donc il y a cette loi Pacte qui arrive et qui change énormément de choses. Et dans ce cadre de cette loi Pacte, on me dit, on aimerait bien que tu travailles sur une formation qui permet de montrer des opportunités business que représente la loi Pacte pour les avocats. Et donc, dans ce cadre-là, on réfléchit avec Thibaut, qui n'était pas encore mon associé à SideQuest, mais on bosse ensemble sur ce projet-là. C'est le projet qui a fait qu'on est devenu associés. Et on se dit, OK, quels sont les axes de la réforme? Donc, il y avait des problématiques sur des levées de fonds en crypto-monnaie, il y avait des enjeux sur devenir une entreprise à mission, il y avait des enjeux sur la transmission de son entreprise quand on veut reprendre sa retraite avec un certain nombre de dispositifs. Bref, on choisit 6 axes. Et parmi ces 6 axes, le moins sexy d'entre eux, c'est le changement de statut de l'EIRL. En gros, il y avait des éléments légaux qui faisaient que les EIRL, ça se passait un peu différemment. Et on me dit, on aimerait bien retenir cet axe-là. Et je dis, ouais, mais ça va pas être facile parce que déjà, c'est pas forcément la clientèle cible des avocats, c'est plus régulièrement des experts comptables qui gèrent ce volet-là. C'est pas des clients hyper intéressants parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, etc., etc. Je dis, bon, dont acte, on me demande de travailler sur la problématique de la réforme de l'EIRL. Là, la première question qu'on doit se poser, vous allez voir, ça va retracer des points qu'on a vus avec Audrey, c'est qui sont les gérants, les créateurs de IRL aujourd'hui. Et donc là, j'ai fait une recherche sur les l'open data, je crois que c'était de l'infographe. En tout cas, c'est des données qui sont en ligne. Je suis allé choper les formes juridiques, et des formes juridiques, j'ai trouvé les codes APE et les types d'activités. Et là, je me suis rendu compte que effectivement, beaucoup de créateurs de IRL étaient en fait des personnes qui faisaient, entre autres, d'autres verticales, mais entre autres, de la restauration rapide. Je me dis, bon, ok. L'entonnoir commence à se resserrer, je commence à trouver une catégorie de personnes concernées par le statut de l'EIRL. Mais c'est encore beaucoup trop large. La restauration rapide, entre le chinois en illimité, le kebab ou la boulangerie du coin, qui fait aussi de la restauration rapide, l'état d'esprit du persona est complètement différent. Ou encore un McDo, par exemple. Voilà, l'état d'esprit du persona n'a rien à voir. Un McDo est rarement créé en EIRL, mais c'est pas grave, c'est pas le bon exemple. Donc voilà, en tout cas pour vous dire, voilà, sur la brique restauration rapide, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent et c'est encore trop large. Et là, je me suis dit, bon, au niveau de la restauration rapide, si je devais me lancer en tant qu'avocat sur le IRL auprès d'une cible de restauration rapide, si je devais essayer de resserrer encore mon entonnoir de persona, je m'intéresserais plutôt à... j'essaierais de trouver si dans la restauration rapide, il n'y a pas des communautés de restaurateurs qui travaillent dans ce secteur-là et qui s'identifient avec des convictions assez fortes. Parce que ça va être un moyen de les agréger plus vite autour de ma cible. Là, je me suis dit, ouais, en fait, il y a un mouvement. Alors, en 2019, on en parlait beaucoup, un peu moins maintenant. Il y a un mouvement autour des food trucks. Il y a de plus en plus de food trucks. Les mecs changent de mode de vie, décident de tout larguer pour avoir un food truck et se déplacer de festoche en festoche et faire des steaks un peu originaux, enfin des burgers un peu originaux et un peu sympas. Et je me dis, bon, il y a peut-être effectivement quelque chose à élaborer là-dessus. Il s'avère qu'il y a environ en tout cas à l'époque, il y avait 3000 food trucks en France. Donc je me dis, bon, là, on arrive sur une cible, un cœur de cible qui est assez petit, dans lequel les personnes qui font ce choix-là sont des hyper convaincus. Et pour le coup, moi, en tant qu'avocat, si j'arrive à créer une offre qui leur parle plus spécifiquement, j'ai de fortes chances de rafler la mise. Et de leur donner tous envie de bosser avec moi. Et donc là, de là est née une offre complètement fictive
Ah merde, j'ai pas mis j'ai pas mis la page. Alors attendez, je vais vous la retrouver en parallèle. De là est née donc une offre fictive que j'ai appelée les Truck Lawyers. C'est en fait un cabinet d'avocats qui a décidé de créer un cabinet en itinérance dans une camionnette et d'aller au-devant de la cible des entrepreneurs trucklow. Et on a perdu Michael, qui va revenir, je pense. Donc voilà, du coup voilà, bon, c'est un délire, mais j'aimerais juste vous montrer. Alors, il faut juste que je retrouve la page. Juste une seconde. J'étais certain de l'avoir ouvert avant, mais non. Alors. Ah, voilà, super sympa. Michael me l'a envoyé, il me sauve ma presse. Il est plus là, mais il est incroyable. Hop, voilà, he's back. Salut Michael, merci beaucoup pour le lien. Super travail d'équipe. Voilà, donc du coup, on arrive sur l'offre des Truck Lawyers. Et donc là, gros délire, c'est des avocats qui vous ressemblent et qui vous comprennent. Rappelez-vous, on est parti de l'EIRL. Hein. On m'a demandé de faire d'imaginer une manière d'innover, de créer un cabinet innovant autour de la réforme de la loi Pacte et de l'EIRL. Et on en arrive à le Truck Law, des avocats qui vous ressemblent et qui vous comprennent. Et on a adopté véritablement les codes des personnes qui peuvent être amenées à monter un truckload. Donc là, ici, voilà, c'est le fameux truckload qui arrive sur un parking en train de recevoir ses clients, qui est allé au-devant des food trucks. Passionnés par les changements, les modes de vie, nous avons décidé, comme vous, de franchir le pas en créant le Truck Lawyer, premier cabinet d'avocats mobile qui vous accompagne partout sur le terrain afin de défendre et développer votre activité. Ici, on retrouve Maître Églantine. Maître Églantine, elle est plutôt sur la partie front office, celle qui va s'occuper de la relation client, prendre les briefs, discuter avec les clients, lui expliquer, répondre à ses questions de droit, etc. Et puis en même temps, en parallèle, Maître Églantine, elle est associée à Maître Pierre. Maître Pierre, il est plutôt sur le cuistot, la cuisine. C'est lui qui va gérer le back-office. Vous voyez, en termes de photos, on a exprès adopté des codes assez décalés par rapport à ce qu'on peut s'attendre d'un cabinet d'avocats pour adopter les codes de notre cible. On a créé une offre autour de ça, phase création. Quel statut dois-je choisir? Est-ce que c'est le IRL? Est-ce que c'est autre? Parce qu'en fait, la question qui se pose, c'est pas j'ai besoin de créer une IRL, c'est quelle forme juridique je dois retenir pour lancer mon truckload. Et comme dans le truckload, il y a un actif, c'est intéressant de séparer cet actif de son patrimoine personnel, parce qu'il peut y avoir d'endettement aussi lié. L'avis du truckload, donc là-dessus, vous voyez, dans l'avis du truckload, c'est un abonnement. L'idée, c'est de fidéliser les truckloyers sous forme d'un abonnement, de leur faire intégrer une communauté dans laquelle ils vont pouvoir échanger et parler de leurs problématiques juridiques et de leur fournir une information ou de l'aide à des documents au quotidien. Et puis après, il y a un enjeu de transmission, parce qu'en fait, quand on s'intéresse à la question des truckloads, des food trucks, pardon, on se rend compte que les food trucks en fait, c'est un mode de vie qui dure pas très longtemps. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 ans, soit on monte son resto, soit on rechange de vie. On s'est bien amusé à aller de festival ou de parking en parking, mais à un moment donné, on a envie d'autre chose. Par contre, on peut avoir créé un concept sympa avec une marque forte. Et tout ça, c'est des actifs qu'on peut avoir envie de céder à quelqu'un qui reprend l'activité. Et voilà. Donc, du coup, gros délire. Et vous voyez, dans les conseils, donc là, quelques conseils pour le référencement naturel. C'est des articles comme des articles de blog écrits. Et ici, on a choisi de faire en sorte que l'on parle de nous dans des médias qui sont lus par des personnes qui s'intéressent au monde du food truck. Voilà, gros délire. Pour info, j'ai modélisé complètement un chiffrage de si on devait lancer ça, combien ça coûterait, de quoi j'ai besoin en investissement et ainsi de suite. S'il y en a qui sont intéressés, je pourrais vous l'envoyer. Mais voilà, donc ça, c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous montre comment je choisis un positionnement original et comment je structure cette idée-là, comment j'en tire une vision, comment je me présente autour de ça. Et après, il y a comment je crée un plan de com. Donc là, vous voyez un petit peu sur référencement naturel, les types de médias, la façon dont, par l'intermédiaire d'une communauté WhatsApp, vous allez pouvoir agréger autour de questions juridiques ces gens-là. Et du coup, progressivement, les mettre dans des tuyaux de questions. Sabrina, tu veux monter un food truck Alors, je rêve du cabinet d'avocats qui me dit ton truc est génial, je veux le monter. Je lui donne toute la doc, je le conseille gratuitement parce que ça m'éclate trop. Et si un jour ce projet voit le jour, je le pitch systématiquement à l'école des élèves avocats de Paris aussi, dans lequel je donne des cours parce que ce projet, j'aimerais vraiment un jour qu'il voit qui naisse. Quoi. Ça me ferait vraiment trop rire. T'as déposé le nom? J'ai pas déposé le nom, donc voilà. Si quelqu'un est mal intentionné, il peut le faire. C'est vraiment de l'idée open source. C'est voilà, on a créé ça. Pour l'instant, ça n'est qu'un concept. Évidemment, il faut l'exécuter, c'est le plus dur. Mais voilà. Michael, Ouais.
Je te laisse reprendre la main sur la partie structuration. Je vais remettre le diapo. Voilà. C'est particulier quand même de faire un live, de ne pas avoir, tu sais, quand on fait des formations sur Zoom, on a au moins le visage ou les écrans de ceux qui participent. Là, on n'a personne. Le chat, il est assez vide. Heureusement que Sabrina est là. Merci Sabrina, d'ailleurs, de tes commentaires. Donc, ça se trouve, en fait, on est 3 en train de parler. Enfin, il y a toi, moi, et puis une troisième Non, il y a personne. plus, attends, je vais te dire. Mais non, mais c'est pas grave. Nous sommes 17, Mickaël. Waouh, c'est génial. N'hésitez vraiment pas à écrire dans le commentaire. Qu'il y a Christine qui vient de faire un super commentaire. Il est jamais. Alors, Christine. C'est jamais trop tard, Christine. Il est jamais trop tard. Putain, on aurait dû mettre la métaphore avec les semaines, tu sais. It's never too late. Ah ouais, non, vraiment. Ouais. Non, c'est pas parce que vous avez 50, 60 ans que vous ne pouvez pas vous amuser et innover en tant qu'avocat. Évidemment, mais surtout, c'est parfois un peu flippant, en fait. Moi, je me dis, si je découvrais ça aujourd'hui, que j'avais deux gus qui animait une formation comme ça à l'heure du déj et qui me disait tout ça, et je me disais, mais par quoi je commence? Dans quel sens ça va? Enfin, ça peut être un peu overwhelming, comme disent les Anglais. Donc, moi, ce que j'aimerais essayer de vous apporter là, c'est un peu enfin, redescendre un peu au niveau de concrètement comment je fais. Et la première chose à laquelle vous devez penser, en fait, le point de départ, c'est quoi? C'est qui vous êtes. Si tu veux bien avancer. Ouais. Quand vous regardez les organigrammes des cabinets d'avocats, la plupart du temps, c'est structuré de manière divisionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des divisions qui sont en fait correspondantes aux départements qui renvoient aux grandes spécialités dans le cabinet. Donc, si c'est un cabinet multifacette, vous allez avoir, comme dans l'exemple là, droit social, droit commercial, etc. etc. Merci Sam. Merci Samuel. Moi, je viens juste d'avoir le message de Samuel, donc s'il y a 5 minutes de décalage ou 30 secondes où je passe, ça va peut-être lui paraître un peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous avez différentes spécialités du droit, mais en général, aucune ne se parle. Il y a très peu de cross-selling. Et dans les plus gros cabinets, quand tu commences à avoir une certaine taille, je dis... allez, on a passé les 15-20 associés, là vous allez avoir des fonctions de support, vous allez avoir des gens qui sont censés ajouter un petit peu de fluidité dans tout ça, de communication, mais d'un point de vue strictement sur le développement business, ça fonctionne quand même par silo, quoi. Et chaque associé va être responsable de son département, et chaque département va avoir presque même une forme d'émulation avec les autres départements pour montrer que c'est lui qui apporte le plus de chiffres. Ça, c'est clairement une vision, comment dire, c'est assez traditionnel, il y a vraiment beaucoup de cabinets qui fonctionnent comme ça, et vous avez même des cabinets qui sont mono-activité qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que dans les cabinets mono-activité, pour peu que vous ayez quelques associés, mais qui font tous la même chose, chaque associé va avoir soit sa spécialité à l'intérieur de la branche du droit dans laquelle il est, soit éventuellement son équipe ou ça touche à lui, et donc il n'y a pas forcément de répartition logique de l'activité, mais vous avez en tout cas ces silos qui sont créés. Alors moi j'aimerais qu'on rembobine un petit peu tout ça. Le point de départ, nous invitons à réfléchir et se lever le matin. Oui, elle a raison Stéphanie. Si vous ressentez chaque matin l'envie de changer quelque chose dans votre quotidien, évidemment, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour changer. Ça peut être simplement quand vous vous rasez le matin ou quand vous... je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre le matin devant son miroir. Je suis sûr que vous allez trouver plein d'exemples. Se brosser les dents, par exemple. Ou sous la douche. Souvent, il y a des idées qui viennent sous la douche. Mais dès lors que vous avez cette sensation de peut-être qu'il faut que je change quelque chose, nous, on sera là pour vous accompagner à ça, en tout cas. Et ce que j'avais envie de dire, c'est... si on descend complètement de la théorie du truc de OK, c'est quoi ma structure, et qu'on revient sur le b.a.-ba de qu'est-ce qui se passe quand je décroche une mission. Donc là, c'est la slide d'après, Alexis, si tu veux bien. Au départ, il y a une opportunité. Ah, juste avant. Voilà. Une opportunité qui est générée, soit parce que vous avez fait ce qu'Alexis vous a dit tout à l'heure, vous avez fait une image choc qui va attirer l'œil, ou un bouche à oreille qui fait qu'on parle de vous, et tout d'un coup, vous recevez un mail ou vous recevez un coup de fil, vous avez une opportunité.
ou vous êtes allé la chercher, mais en tout cas, il y a une opportunité. Cette opportunité, il va falloir la pitcher et faire en sorte que ce prospect devienne un client. Donc ça s'appelle un entretien de vente. Et donc, lorsqu'il signe la lettre de mission, ça devient un client. Ou lorsqu'il s'abonne, ou en fonction du modèle que vous avez. Mais à partir du moment où il sort du statut de prospect pour passer au statut de client, on appelle ça une signature, un closing, comme disent les Anglais. Ensuite, il y a la mission. Donc cette mission, elle peut être protéiforme, mais en général, voilà, vous accomplissez une mission et vous facturez pour le travail accompli, ou pour le résultat obtenu, ou pour le temps passé. Enfin, je ne vais pas revenir sur les différents modes de facturation, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est les étapes clés, j'invente rien. Alors, vous allez avoir des subtilités, vous pouvez avoir la facturation qui arrive un peu avant le début de la mission, avec un acompte demandé pour pouvoir commencer à engager le travail. Vous pouvez avoir encore une fois, différents types de missions qui sont plutôt circulaires, par abonnement. Bon. Mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe si on rajoute maintenant les fonctions de l'entreprise sur ce modèle-là? On a, Alexis, juste avant, le marketing et la com qui génèrent les opportunités, les ventes qui sont là pour faire en sorte que le prospect signe, les opérations, c'est tout ce qui va concerner la mission, la direction administrative et financière qui va s'occuper de facturer, de clôturer, etc. Et vous avez, et je vous l'ai mis de manière circulaire, une fonction qu'on retrouve dans certaines entreprises, notamment de nouvelles technologies ou de cosmétiques, etc., qui est très importante dans ces entreprises-là, qui est la recherche et développement, mais que je vous invite à mimer pour votre projet à vous, pour une raison toute bête. C'est que c'est en vous focalisant sur l'expérience client, ce qui était tout à l'heure dans le modèle de Strategizer, vous vous souvenez, la relation client, en haut du modèle. Et en vous focalisant sur ce qui fonctionne dans les travaux sur la com et le marketing, que vous allez pouvoir continuellement améliorer tout ça. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'habitudes. Je vous ai dit, il faut réussir à trouver les bonnes habitudes à prendre tous les jours. Une des bonnes habitudes à prendre tous les jours, c'est de vous poser la question, que vivent mes clients? Ou que vivent mes futurs clients? Comment ils le manifestent? Comment ça se passe pour eux? Parce que tout à l'heure, quand Alexis vous dit, voilà, vous pouvez avoir une idée choc pour montrer votre proposition de valeur. Oui, bien sûr, ça peut arriver comme ça sous la douche un jour que vous ayez une idée et que vous disiez, ok, je vais essayer de mettre ça sur mon site internet ou je vais faire un post LinkedIn qui en parlera. Mais si c'est du one shot, vous n'arriverez pas à créer une courbe exponentielle. En fait, la question qu'il y a derrière ça, c'est quelle est l'habitude qu'il faut que je prenne pour pouvoir générer continuellement des idées et travailler ma stratégie marketing. La stratégie marketing, c'est une stratégie fonctionnelle qui correspond à la fonction marketing. La stratégie concurrentielle, c'est la stratégie globale de l'entreprise sur comment elle tire son épingle du jeu par rapport à ses concurrents. Voilà, ça c'est juste la petite parenthèse. Mais donc, quelles sont les habitudes qu'il faut que je prenne? L'une des habitudes qui me semble être la plus précieuse quand vous commencez à structurer votre projet, c'est observer ce qui se passe chez vos clients et chez vos futurs clients. Et trouver un moyen, même à l'issue de l'émission, pour interroger les anciens clients, leur demander comment ça s'est passé, éventuellement essayer de comprendre ce que vous pourriez améliorer. Alors je vais vous donner un petit truc, une petite astuce. Parce que les gens n'aiment pas donner du feedback négatif en général, sauf quand ça s'est vraiment très très mal passé. Mais là, généralement, vous n'avez pas besoin de le savoir. Enfin, vous n'avez pas vraiment du feedback, vous n'avez pas besoin du feedback pour savoir que ça s'est très très mal passé. Donc en général, quand vous demandez aux gens ce que vous pourriez améliorer, ils vont avoir du mal à vous répondre, parce qu'ils n'ont pas envie de vous faire de la peine, parce qu'ils n'ont pas envie de dire que ça s'est mal passé, ou ils n'ont pas envie d'aller chercher ce qui s'est mal passé. Il y a un petit truc à faire dans ces cas-là. C'est, au lieu de demander du feedback, c'est de demander des conseils. Parce qu'en fait, les gens adorent donner des conseils. Donc, quand une mission se termine, vous pouvez dire, voilà, on est terminé, vous faites un petit point sur comment ça s'est passé, et à la fin, vous dites, si tu avais un conseil, ou si vous aviez un conseil à nous donner, ce serait quoi? Et vous allez voir que là, c'est hyper précieux, parce que non seulement la personne aura toujours quelque chose à vous dire, mais en plus, ce qu'elle va vous dire sera quelque chose qui sera directement applicable. Ce sera exploitable. C'est concret, un conseil. C'est actionnable. Donc vraiment, ça, c'est un truc en or quand vous cherchez à obtenir du feedback par rapport à une mission que vous avez exécutée. Demandez des conseils aux gens avec lesquels vous avez travaillé. Ça vaut aussi pour une collaboration, par exemple. Lorsque vous cherchez à améliorer votre pratique de manager, quand vous collaborez avec quelqu'un, quel conseil tu me donnes pour améliorer voilà, notre façon de travailler ensemble?
Ou si tu avais un conseil pour moi, ce serait quoi? Vous verrez que c'est assez magique. Et donc voilà, si on a ces grandes fonctions-là autour de ce qui se passe généralement dans votre cabinet ou sur le projet sur lequel vous travaillez, bah, ça donne un organigramme avec 5 départements. Alors, je vous ai condensé ça sur 4 départements, parce qu'en réalité, si Alexis, tu veux bien avancer, on peut peut-être, pour les versions les plus simples, euh, réunir... Ah bah non, alors là, je vous ai mis les 5, mais derrière, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, donc on pense quoi? On pense habitude, et du coup, quelles sont les actions quotidiennes que je suis censé faire, en fait? Et pour comprendre quelles habitudes il faut prendre et quelles actions quotidiennes, quels petits efforts quotidiens il faut faire dans chacun de ces départements, alors je me suis un petit peu creusé la tête et je vous ai proposé, je pense que vous aurez accès à cette présentation, je ne sais pas si c'est le Oui. cas, Alexis, mais ok. Ouais. Donc, je vais vous proposer des entrées clés pour comprendre quels sont les grands rôles qui sont associés à chacun des sièges que vous voyez là. Sachez juste une chose avant que la slide arrive, cette fois Alexis, je te ferai 2 secondes, c'est que si vous êtes plusieurs à travailler dans ce projet-là et que vous décidez de vous répartir le boulot, vous ne pouvez pas avoir 2 personnes responsables du même département, de la même entité, ou de la même division, pardon. Parce que si vous avez 2 personnes responsables de la même chose, alors personne n'est responsable. Le jour où quelque chose ne se passe pas comme il faut, on ne sait pas qui on doit aller voir entre 4 yeux pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous pouvez avoir la même personne assise sur plusieurs sièges. Vous pouvez, si vous êtes seul, vous-même gérer tout ça. Mais si vous êtes plusieurs et que vous vous répartissez les rôles, ce que je vous invite vraiment très fortement à faire, en fonction de vos intuitions, en fonction de votre désir, de ce que vous aimez faire, alors rappelez-vous de ne jamais confier à 2 personnes différentes la même responsabilité sur une de ces fonctions-là. Et donc maintenant, on va voir quels sont les rôles qui sont associés à chacune de ces fonctions, sachant que ce n'est pas une liste exhaustive, c'est voilà, ce qui marche le mieux avec mes clients, mais vous n'êtes pas du tout obligé de vous limiter à cette liste-là, vous pouvez même la modifier. Mais en général, pour tout ce qui est marketing, com et commercial, le rôle, c'est quoi? C'est établir une stratégie pour générer des opportunités, donc réfléchir en permanence à qu'est-ce qui marche d'un point de vue marketing, incarner l'image de marque du cabinet. J'ai entendu, je ne sais pas si vous connaissez le podcast Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, qui est un super podcast. Bon, ça dure 3 heures, mais chacun est vraiment chouette. Et là, il interrogeait Ning Li, qui est le fondateur de Made et de Typologie. Je ne sais pas si vous connaissez ces marques, mais c'est un mec brillantissime et qui est arrivé en France, qui vient de Chine et qui est arrivé en France à l'âge de 16 ans sans parler un mot de français et qui aujourd'hui est multimillionnaire, qui cartonne dans ce qu'il fait et c'est un gros gros bosseur. Et à un moment, il répondait à une question de Mathieu Stéphanie sur le marketing, parce qu'en fait, lui, il prétend ne pas aimer le marketing. Il dit, moi, je me concentre sur le produit, j'essaie de faire le meilleur produit possible, et c'est ça qui devrait se vendre naturellement. Je trouve ça assez intéressant aussi, son approche. Mais quelques minutes plus tard dans l'échange, il a eu cette phrase qui est relative au fait que lui, il voit le long terme. Il ne cherche pas à vendre un maximum de produits tout de suite, il cherche à investir pour créer les meilleurs produits possibles qui se vendront de manière sans difficulté sur le long terme. Et il dit du coup, bah, moi je ne vends pas un produit, je vends une marque. Et je trouve que cette distinction est intéressante. Quand vous allez bosser sur votre projet-là, est-ce que vous bossez sur un produit, même si c'est un service, vous vous focalisez sur le produit ou le service, ou est-ce que vous vous focalisez sur la marque qui va porter ça? L'image de marque. Qui est-ce que vous êtes? Quel est votre ADN dans tout ça? Et on en revient à la question de la vision tout à l'heure. Mais donc, comment vous allez incarner l'image de marque du cabinet? Ça, c'est le rôle du marketing. Comment vous allez vendre les prestations et exécuter une stratégie commerciale et comment vous allez administrer ce qu'on appelle le CRM, le Customer Relationship Management. En gros, c'est le document qui permet de savoir où en sont tous les prospects, où en sont tous les clients. Sur les opérations, il y a la question de créer des process, structurer le parcours, s'organiser pour mieux optimiser son temps, parce qu'il y a énormément de temps perdu en étant mal organisé. Je crois que les chiffres officiels, c'est de l'ordre de 65%. En étant mal organisé, on perd 65% de son temps. C'est-à-dire qu'il y a 6h30 sur une journée de 10 heures qui est perdue parce qu'on est mal organisé. Donc, qu'est-ce qui se passerait si vous arriviez à récupérer ne serait-ce que la moitié de ça? Et dans les opérations, on peut aussi inclure le SAV à l'issue des missions. On peut aussi le mettre dans la R&D ou dans le marketing. Ça dépend de comment vous pensez, quel angle de vue vous décidez d'adopter.
La R&D, bah, voilà, trouver les outils pour gagner du temps et pour simplifier, faire une veille concurrentielle, améliorer l'expérience client et faire une veille sectorielle par rapport au secteur dans lequel vous vous situez. Et enfin, l'administratif, facturer, manager la compta, etc. Ça, c'est la structure minimale, j'ai envie de dire. Posez-vous la question, dans mon projet, qui sera chargé de faire quoi? Et ensuite, une fois que vous avez identifié qui sera chargé de faire quoi, quelles sont les habitudes quotidiennes qu'il faut mettre en place pour que ça permette de dérouler une vision. Voilà. Si tu me permets juste un dernier mot, je crois que la slide d'après, voilà, elle le dit. Tu peux mettre la slide d'après. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est cher à la philosophie de James Clear, dont Sabrina parlait aussi tout à l'heure, quand elle disait « nous sommes ce que nous répétons ». Je crois que c'est ou Stéphanie peut-être qui disait ça. Mais cette question de prendre des habitudes est hyper importante. Ça complète ce que vous avez vu avec Mathieu et Alexis sur cette notion de maintenant, je ne suis pas simplement un avocat, je suis un entrepreneur. Moi, j'ai ce débat avec chacun de mes clients. Qui êtes-vous? Est-ce que vous vous considérez comme un artisan? Est-ce que vous vous considérez comme un chef d'entreprise? Il n'y a aucun mal à être un artisan, hein, évidemment. Mais lorsque vous essayez de porter un projet, la question à laquelle vous devez répondre, c'est quel est le genre de personne qui mène à bien ce genre de projet-là? Il y a une énorme différence entre se focaliser sur la personne ou l'image que vous renvoyez et les choses à faire. Si vous vous focalisez sur les choses à faire, sur le quoi, et même sur le comment, sur les savoir-faire, il est très probable qu'au bout d'un moment, vous perdiez l'énergie, vous perdiez la motivation, en tout cas, que vous n'arriviez pas à tenir la distance. C'est parfaitement normal, c'est humain, on ne peut pas être concentré en permanence sur quoi faire. Si vous voulez pouvoir intégrer ça à vos habitudes quotidiennes, il faut que vous vous posiez d'abord la question qui vous êtes quand vous faites ça. Et si je peux me permettre de prendre un exemple qui est cité par James Clear dans son bouquin sur les habitudes, c'est imaginez que vous arrêtiez de fumer et qu'on vous propose une cigarette à un événement social, une soirée. Si vous répondez non merci, j'essaie d'arrêter, il est assez probable que 2-3 verres plus tard, vous acceptiez finalement la cigarette qu'on vous a proposée. Pour ceux qui ont déjà lutté pour arrêter de fumer, et j'en fais partie, vous savez ce que c'est. Si quand on vous offre une cigarette, vous répondez « Non merci, je ne fume pas », là, c'est relié à votre identité. Vous êtes un non-fumeur. Même si vous avez été fumeur dans le passé, vous vous positionnez comme étant un non-fumeur. Et bien, il est probable qu'en répondant ça, même si on vous repropose une cigarette plus tard, et même si vous avez un verre dans le nez, vous continuiez à vous abstenir de fumer. Parce que vous avez rattaché ça à qui vous êtes vraiment. Et là, je voudrais terminer avec ça aujourd'hui. Quel est le genre de personne que vous êtes quand vous allez pitcher un projet pour participer à l'accélérateur? Et si vous arrivez à répondre à cette question-là, c'est la même chose qui doit vous lever le matin. Vous devez du coup vous interroger sur quelles sont les habitudes, quels sont les mouvements, les rituels qu'ont ce genre de personnes. Et voilà, je n'ai pas la réponse pour vous, c'est vraiment du cas par cas, mais en tout cas, j'espère qu'en vous présentant les choses de cette manière-là, d'ailleurs, vous comprenez peut-être un peu mieux ce que je fais avec mes clients quand on travaille sur le montage d'un projet ou le développement d'un cabinet ou d'une clientèle. Et ça rejoint une discussion que j'avais avec Clarisse Beribi, qui est en train de monter le cabinet Ether, qui avait monté Bold avant, et qui m'expliquait, elle me dit, voilà, on est 2 associés. Moi, on a toutes les 2 le statut d'avocat, mais on gère toutes les 2 une entreprise. Moi, mon job en tant que présidente du cabinet, c'est de prendre des décisions clés, de s'assurer que tous les ingrédients sont là, mais c'est pas de produire. Et par contre, mon associé, son job, c'est de s'assurer que la production se passe bien et que les équipes, et qu'on soit capable de recruter une équipe capable de produire sans elle. Et elle est vraiment sur cette logique-là de l'avocat est un statut, mais je suis pas là pour exécuter une prestation de droit pour mon client. Je suis là pour réunir tous les ingrédients pour qu'il ait le meilleur service possible. Et les ingrédients, ça peut être des collabs, ça peut être des moyens de financement, ça peut être un outil, ça peut être etc. Voilà, c'est ce changement d'identité poussé vraiment au bout, ou dans la façon de réfléchir, voilà. Et voilà, comme créateur, elle a déjà un paquet de clients, etc. Ça accélère tout de suite, parce qu'elle a tout de suite ce mindset-là et cet état d'esprit-là. Et si je peux me permettre juste un dernier mot, Alexis, du coup tu m'y fais penser en disant ça. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi d'être avocat. Qu'est-ce qui a motivé vos choix de faire des études de droit et de devenir avocat? Mais le mot avocat, c'est quelque chose d'assez fixe.
en réalité. On pourrait coller une étiquette en disant voilà, je suis avocat, quand on pourrait dire je suis danseur ou je suis comptable. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous interroger non pas sur le statut d'avocat ou le statut même de chef d'entreprise d'ailleurs, qui sont des étiquettes qu'on colle, mais encore plus loin que ça, vous interroger sur le genre de personne que vous pouvez être en faisant ça. Parce que une des premières réticences qui vient quand on a ce débat avec mes clients, c'est oui, mais je ne vais pas changer qui je suis. Évidemment, vous restez vous-même. Mais tout en restant vous-même, vous savez que vous évoluez constamment. Nos cellules meurent et se régénèrent. Enfin, en l'espace de quelques semaines, l'intégralité des cellules de votre corps a changé. C'est plus les mêmes cellules. D'ailleurs, les seules cellules qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas mourir alors qu'elles sont programmées pour le faire, ça s'appelle les cellules cancéreuses. Si je devais prendre un autre exemple plus large, vous regardez les chutes du Niagara, ce sont des molécules d'eau. À un instant T et à un instant T plus 10 secondes, ce ne sont plus les mêmes molécules d'eau. Par contre, ça s'appelle toujours les chutes du Niagara. Certaines molécules sont tombées, d'autres sont en train d'arriver, mais ça reste la même continuité. Donc vous avez une conscience qui est une continuité, la somme de vos souvenirs. Mais comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Stéphanie ou Sabrina, nous sommes aussi la somme des choses que nous répétons. Vous pouvez choisir quelles sont les choses que vous allez répéter, et aussi peut-être quelles sont les répétitions que vous allez abandonner, quelles sont les mauvaises habitudes dont vous allez vous séparer. Vous avez le droit de choisir ça. Ça ne change pas qui vous êtes. Mais ça peut vous permettre d'évoluer vers le genre de personne que vous voulez être. Quand j'ai fait ma formation de coaching en 2009 à HEC, on avait un prof qui était un peu un ancien hippie. Le mec avait vécu un peu en Californie. Et, il avait vraiment cette aura un peu New Age qui était marrante. Et on avait aussi un mec qui avait fait des caricatures ce jour-là. Et le prof avait dit un truc. Il avait dit « Deviens qui tu es ». Et alors, on était tous restés cons parce qu'on savait pas du tout s'il fallait prendre des notes ou pas, ce que ça pouvait bien vouloir dire. Et le mec qui avait fait la caricature, il l'avait imaginé en train de se fumer un gros joint, en train de dire deviens qui tu es. Et là, tout d'un coup, c'était beaucoup plus clair, quoi. En fait, il y a un côté presque ésotérique à dire ce genre de choses-là. En réalité, je ne sais pas si certains d'entre vous, par exemple, sont parents. Le jour où vous devenez parent, le jour où vous avez votre premier enfant, vous êtes toujours la même personne, mais vous êtes quelqu'un d'autre. Vous êtes devenu quelqu'un d'encore un peu différent. Il se passe des choses dans votre vie qui font que vous devez vous adapter, alors qu'avant, vous n'aviez pas forcément besoin de le faire. Il y a une très très belle pub en ce moment parce qu'il y a la fête des mères bientôt. Il y a une très belle pub, je l'ai envoyé tout à l'heure à Alexis sur LinkedIn. Peut-être que tu pourras le mettre, le lien, c'est Créapils qui a montré ça, une pub sur le fait d'être parent. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe quand on passe ce cap-là. Et ben là, c'est pareil, peut-être que vous allez passer un cap. Vous allez passer de juste, moi je suis avocat, je me concentre uniquement sur mes dossiers, à en fait, moi je veux porter une entreprise, je veux porter quelque chose qui dépasse le simple rôle de l'avocat. Et à ce moment-là, vous allez devoir vous interroger sur le genre de personne que vous voulez devenir quand vous faites ça. Voilà, I rest my case, comme disent les Anglais. Ça va? Carrément. Cool. Merci beaucoup, Michael. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si dans le chat, il y a... Là, il y en a. J'en ai pas vu. Si vous en avez, c'est le moment de les poser. Parce qu'on va se quitter dans très peu de temps. Alors, je suis en train de mettre le lien en même temps que tu as mis. Je sais pas pourquoi ça marche pas, mais voilà. Et du coup, non, je pense qu'on est. Attends, là, je me pose dans mes slides. Pas de questions. Bon, comme pour les précédentes conférences, on a travaillé avec Midjourney. Merci beaucoup à Midjourney pour avoir créé plein d'illustrations incroyables pour illustrer nos propos. C'est toujours un régal de bosser avec l'outil. Alors, j'ai mon avocat dans la boule de cristal depuis un moment. Je sais pas si voilà, si vous regardez. Voilà. Magnifique. Ça fait plus d'une heure que je l'ai, hein, mais voilà, je l'avais pas. Je n'avais pas le passé, mon écran était verrouillé. Donc voilà. C'est très joli. Et puis vous avez nos formidables caricatures en pixel style. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve vendredi à 15h, de 15 à 17, on reprend le créneau habituel. Et de toute façon, vous avez le WhatsApp, vous pouvez nous poser des questions sur le WhatsApp si vous le souhaitez. J'ai envoyé un petit sondage pour savoir un petit peu qui d'entre vous est intéressé pour candidater au projet d'accélérateur. Et voilà, et je vous souhaite une bonne après-midi. Et
Et n'oubliez pas de vous abonner à Tipstem, tipstem.fr. Merci à tous, en tout cas, pour... Merci. Je fais ma promo. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne après-midi. Salut, ciao. Salut à tous.